j'ai des enfants en bas âge, qui vont à l'école, qui partagent des goûters avec les amis. Donc on est dans un environnement où tu peux pas être ultra radical dans tes choix alimentaires. J'ai discuté de ça récemment avec quelqu'un. Lui, il vit tout seul, célibataire, dans son coin. Lui, il peut être ultra radical sur ce qu'il fait. Dès que tu as une famille à gérer, que tu es dans un milieu social, un tissu social, il y a d'autres aspects à prendre en compte. Salut Christian. Salut. Écoute, je suis super content de te recevoir sur Limitless. J'ai découvert ton travail grâce à ta chaîne YouTube et notamment une vidéo passionnante sur les glucides et notamment les fruits et le miel consommés par nos ancêtres chasseurs-cueilleurs alors qu'il y a tout un courant de pensée qui dit qu'ils étaient cétogènes. On va parler de plein de choses et notamment d'alimentation ancestrale. Mais avant ça, est-ce que tu pourrais me partager ta petite routine matinale? Est-ce que tu fais des choses le matin qui te permettent de te sentir en pleine forme et prêt à attaquer la journée du bon pied? Alors ça, c'est une bonne question. En fait, je le faisais beaucoup par période. Quand j'en avais vraiment besoin, je le mettais en place. Tu sais, quand j'avais plusieurs travails en parallèle, et j'avais besoin de structure comme ça le matin pour me lancer. Et à l'heure actuelle, j'ai plus vraiment de routine matinale, je dois dire. Mais ça m'arrive de la remettre si j'en ressens le besoin. Tu vois, si je sens que ça commence à partir un petit peu en vrille, là, je remets un peu plus de structure pour bien démarrer la journée. Mais actuellement, je démarre la journée de manière assez simple, donc je ne ressens pas vraiment le besoin d'avoir une routine comme ça de lancement. D'autant plus que j'ai des enfants, donc ça va être assez variable. Quand tu as des enfants, ils ne se réveillent pas toujours pile à la même heure, pas toujours dans le même état d'humeur, on va dire. Des jours, ils ont l'école, des jours pas, donc il y a quand même beaucoup de points qui varient comme ça. Mais en ce moment, non, j'ai pas de routine précise. Ce que j'évite de faire, c'est de me lever et puis d'être sur un écran tout de suite, par contre. Donc je vais me lever. En général, j'ai faim en me réveillant, donc une bonne faim, une envie de manger, un plaisir de manger. Donc je vais aller assez rapidement me faire un petit déj. Et puis à partir de là, ça va dépendre en fait de la suite de la journée. Tu vois, c'est marrant parce que moi, c'est un peu pareil. J'ai pendant longtemps eu des routines matinales qui ont évolué au fur et à mesure du temps et de mon contexte, et puis aussi des choses que j'avais envie d'explorer et d'expérimenter. Et aujourd'hui, je le vois plus comme une boîte à outils. Et donc, j'ai pas réellement de structure, mais en fonction de la façon dont je me sens le matin, eh ben, je vais avoir une, deux ou trois ou pas du tout de pratique. Ça peut être par exemple des respirations Wim Hof. Je trouve que ça me permet de m'énergiser et de me dynamiser si j'ai une nuit un petit peu pourrie, ce qui normalement n'arrive pas parce que j'essaie d'optimiser les choses justement pour bien dormir. Mais voilà, en général, il y a quand même toujours la marche où je vais promener avec mon chien parce que c'est une nécessité pour lui et puis par conséquent pour moi. Parce que ça me fait du bien. Et d'ailleurs, parfois, ma femme, elle me dit bah, si tu veux, je peux le promener ce matin quand je suis un peu ric-rac niveau temps. Je fais non, mais moi, j'ai envie d'y aller, tu vois. Ouais, pour l'aspect lumière, je pense aussi. C'est une contrainte, tu vois, mais c'est une contrainte positive. Ouais. Alors, c'est quelque chose que je cherche à faire aussi. En fait, c'est prendre la lumière du jour le plus vite possible. Alors, bon, là, l'hiver, je me réveille assez tôt, donc il n'y a encore pas la lumière du jour. C'est pour ça que je le fais pas. Mais dès que le soleil se lève assez tôt, c'est une des premières choses que je fais, c'est de sortir sur le balcon et, si possible, de faire ce qu'ils appellent du sky gazing, où tu regardes le ciel en direction de l'est. Et je trouve que ça fait du bien, ça aide à se réveiller naturellement. Et je pense que c'est quelque chose de très simple à mettre en pratique. Évidemment, c'est pas toujours possible, parce que voilà, tout le monde n'a pas les mêmes horaires. Mais quand on peut le faire, je trouve que ça change vraiment la matinée. Et actuellement, comme on est en hiver, j'essaye plutôt de le faire justement après le petit-déj. Dès qu'il commence à faire jour, je vais sortir un petit moment, au minimum 10 minutes, mais en général un peu plus long. Parfois, je vais me balader justement. Je vais prendre mon café à pied jusqu'au village et puis je reviens. Comme ça, j'ai pris la lumière. Ouais. Mais tu sais, tu dis que c'est vraiment une petite habitude, etc. Mais il y a des études réellement fascinantes sur les rythmes circadiens, et notamment ces neurones à mélanoptine. C'est des neurones spécifiques qui sont dans les yeux et qui permettent justement de capter à la fois l'angle du soleil, l'intensité lumineuse et la couleur. Et ça génère tout un tas de processus hormonaux, etc. Donc, c'est ce qu'on appelle les rythmes circadiens. Mais les rythmes circadiens, c'est pas juste savoir quand tu t'endors, etc. En fait, toute la cascade hormonale de savoir quand ton système digestif va se mettre en place, etc. Quel système nerveux entre le parasympathique, le sympathique va être plutôt dominant, la sécrétion de cortisol, d'adrénaline. Enfin, en fait, il y a plein de processus. Tout ça, c'est une sorte de symphonie. Et tous ces processus sont un peu liés au fait de savoir quelle heure il est. Et nos cellules, elles n'ont pas d'horloge. Et donc, le simple fait de s'exposer 2 minutes au soleil le matin, 2 minutes, on parle vraiment de 2 minutes, suffit à synchroniser ces rythmes circadiens. Et quand il fait pas beau, a priori, c'est plutôt 10 minutes. Mais quand on est derrière une fenêtre, ça fonctionne pas. Je crois que l'intensité lumineuse est divisée par 50 par le filtre de la fenêtre.
et donc ça permet pas de synchroniser efficacement nos rythmes circadiens. Donc voilà, donc tu vois, tu dis tout le monde n'a pas forcément la possibilité de le faire. En même temps, passer 2 minutes dehors au lever du soleil, a priori, c'est quelque chose que tout le monde pourrait faire. C'est clair, hein, pour la plupart des gens, c'est faisable. C'est vrai que j'ai eu, moi, des gens avec qui je travaille qui pouvaient pas, parce qu'en fait, ils partent très tôt, tu vois, en voiture, il fait nuit. Ouais. Et ensuite, ils sont dans un environnement de travail où ils sont complètement enfermés sous des lumières LED. Alors bon, la solution, ce serait de changer de travail, mais il faut des gens qui font ces travails. Et des fois, ils peuvent pas changer de travail dans ce contexte, donc c'est difficile. Mais effectivement, le rythme circadien, il se règle beaucoup dès le matin. Et c'est un message que les gens doivent retenir, c'est hyper important. Maintenant, je vois aussi que j'avais des troubles du sommeil, je dirais, dans ma vie. J'ai eu une période où j'ai eu des troubles du sommeil, notamment quand j'ai réduit fortement les glucides. Pour ma part, ça a vraiment altéré mon sommeil. Et là, j'ai essayé de mettre en place vraiment tous les mécanismes possibles que j'avais appris pour régler le sommeil. Du coup, tu deviens un spécialiste du sommeil parce que quand tu as un trouble du sommeil, tu cherches absolument toutes les solutions. Et j'avais une petite amélioration, mais c'était quand même vraiment mauvais. Alors qu'aujourd'hui, même si un jour je fais tout faux, je dors bien, tu vois, en général. Sauf cas très particuliers, ça peut arriver, hein, on a des enfants, ils peuvent nous réveiller, etc. Mais ces aspects sont importants, c'est clair. Après, c'est à prendre dans un contexte général, je pense. Et ça a été quoi justement le game changer qui t'a permis de régler tes problèmes de sommeil? Je pense que c'est difficile à dire quel a été le game changer, mais en tous les cas, le fait d'avoir réintroduit plus de glucides à faible toxicité dans ma diète, de réduire les niveaux de stress de manière générale dans ma vie, ça a changé énormément de choses. C'est-à-dire que j'ai eu une vie assez stressante pendant plusieurs années, entre mon ancien travail dans les forces spéciales et ensuite ma transition professionnelle en ayant une famille comme indépendant. Ça génère pas mal de stress. En plus, j'ai pris la décision à un moment donné de tester des diètes sans glucides, qui rajoutent du stress sur un organisme déjà stressé. Je pratiquais un peu comme toi, tu l'as mentionné avant, l'hyperventilation cyclique, des douches froides, des bains froids, qui sont tous des stresseurs, hein. Donc en fait, on tourne sur hormones de stress de plus en plus. Et évidemment, ça énergise. C'est très énergisant. On est au taquet le matin, même parfois jusqu'au fond de l'après-midi. Par contre, derrière, tu as des niveaux de stress qui sont beaucoup plus élevés. Et moi, dans cette période, j'avais des réveils nocturnes assez réguliers pour uriner, typiquement, 2 fois dans la nuit en moyenne. Et même, je dirais que dans la phase où j'ai vraiment retiré complet les glucides, j'avais des nuits où je m'endormais extrêmement bien, très tôt parce que j'étais fatigué. Mais après 4 heures de sommeil en moyenne, je me réveillais comme si c'était le début de la journée, donc j'étais très énergisé, alors que je sentais une fatigue profonde. Mais c'était l'heure de travailler pour moi, alors que c'était 1 heure du matin. Et j'ai eu beau tout mettre en place, tout ce que je pouvais connaître au niveau sommeil, il n'y avait rien à faire à ce niveau-là. Et d'avoir changé d'optique là-dessus, je dirais, sur l'aspect stress, ça a complètement changé les choses. Maintenant, je peux, si on ne me réveille pas, dormir 8-9 heures sans me réveiller pour uriner, d'une traite, en m'endormant très bien, en me réveillant comme une fleur. Et ça faisait longtemps que c'était plus le cas parce que dans mon travail précédent, on travaillait des fois de nuit, on avait des horaires un peu compliqués. En plus de ça, quand tu as des enfants en bas âge, tu arrives le week-end, eux ils se réveillent la nuit, donc ça te réveille. Donc au bout d'un moment, tout ton cycle circadien il devient perturbé. Tu as une mauvaise relation aussi avec le sommeil au bout d'un moment, donc c'est difficile à en sortir. C'est vachement intéressant ce que tu mentionnes. Bon, moi déjà, ce que je retiens, c'est que le sommeil, c'est quand même quelque chose d'assez systémique. En réalité, c'est un petit peu le reflet, j'ai l'impression, de tout ce que tu mets en place par ailleurs dans ta vie. Et comme tu le dis très bien, c'est pas un seul déclencheur qui a permis d'améliorer les choses, mais un ensemble de choses et une réorganisation de ta vie. Moi, pendant longtemps, j'ai cherché le bouton off de mon cerveau pour réussir à m'endormir. Et donc, c'était une période où j'avais une hygiène de vie absolument déplorable. Et en réalité, et ben, tu vois, le fait de faire beaucoup de sport, enfin, quand je dis beaucoup de sport, plutôt très régulièrement du sport, m'a aidé à mieux gérer mes émotions. Cette gestion des émotions m'a aidé à améliorer mon sommeil, et puis j'ai modifié mon alimentation, et puis machin. Et en fait, c'est cet ensemble de choses qui fait que maintenant, 99% du temps, je dors bien. Ceci étant, il peut m'arriver de me réveiller pendant la nuit pour uriner. Et d'ailleurs, j'ai acheté un pistolet, tu sais, c'est ce qu'on vend à l'hôpital quand tu es alité pour uriner depuis ton lit. Donc ça, l'avantage, c'est que j'ai pas à descendre des escaliers pour aller aux toilettes, ce qui
avait tendance à me réveiller et parfois à rendre plus difficile le fait de m'endormir, parce que comme toi, potentiellement, je me sentais pas suffisamment reposé pour me lever, mais quand même suffisamment pour potentiellement commencer ma journée, tu vois. Et donc là, le fait de pouvoir le faire depuis mon lit, en réalité, ça me permet de me rendormir beaucoup plus facilement. Tu lis le fait d'uriner pendant la nuit avec le stress ou avec le fait d'avoir des diètes relativement faibles en glucides? Moi, je pense que les deux sont partiellement liés, en tout cas chez une partie des gens, déjà. Et le fait d'uriner pendant la nuit, ça indique fondamentalement soit que tu as vraiment trop bu le soir, mais en général, les gens qui ont cette tendance, ils réduisent leur consommation de liquide le soir au bout d'un moment. Et moi, durant cette période, j'avais vraiment réduit la consommation de liquide le soir, pourtant j'urinais quand même la nuit, alors que maintenant, je peux boire beaucoup le soir et pas uriner la nuit. Donc il y a vraiment d'autres aspects, c'est-à-dire qu'il y a tout un jeu hormonal là derrière, où le corps, lorsque il fait nuit et que tu dors, il veut protéger ton sommeil si tout va bien, et du coup, tu n'es pas censé aller uriner durant la nuit. Hein, tu vas sécréter certaines hormones, l'hormone antidiurétique, etc. Et si tout se passe bien, bah, tu ne te réveilles pas. Et quand tu te réveilles le matin, tu as une petite besoin d'uriner, tu vas, tu urines une petite quantité, et puis ensuite, tout va bien, même que tu as bu le soir et que tu es bien hydraté. Et je pense que l'aspect hormonal, il est très important, et évidemment, ça, c'est impacté directement par le stress. Hein. Forcément, le stress a un très gros impact direct, on va dire, sur toute la chaîne toute la chaîne hormonale, toute la chaîne aussi thyroïdienne, toute la chaîne des stéroïdes, mais aussi toute la chaîne de ces hormones qui régulent les liquides, l'aldostérone, l'angiotensine, l'hormone antidiurétique, etc. Maintenant, c'est des imbrications qui sont hyper complexes. Mais ce qu'on voit en général, c'est que si on arrive à réduire les niveaux de stress de différentes manières, parce qu'il y a énormément de stresseurs dans le système, en général, tu dors plus longtemps, plus profondément, et tu n'as pas besoin d'uriner durant la nuit. Ouais, ce sujet du stress, il est hyper intéressant et en même temps extrêmement complexe parce qu'il est polymorphe. Tu le mentionnais tout à l'heure, mais tout ce qui est lié à l'hormèse, en soi, peut être du stress positif, comme en fait, le principe de l'hormèse, c'est l'exposition à un stresseur aigu qui, après une période de récupération, permet une surcompensation positive. Mais dedans, dans ce que je viens de dire, dans cette définition-là, il y a récupération suffisante et surcompensation positive. Tu parlais des bains froids, etc. Potentiellement, si tu fais une douche froide ou un bain froid et que tu passes ta matinée à grelotter parce que tu n'arrives pas à te réchauffer, là, on n'est plus dans l'hormèse, on est juste dans le stress. Donc déjà, on voit que face à une même exposition, on peut avoir plusieurs façons de réagir en fonction de notre force vitale, on va dire, et notre niveau d'énergie. Ensuite, il y a ce côté accumulation, parce que tu as ces stresseurs qui peuvent être choisis liés aux routines. Tu as des stresseurs qui peuvent être liés au sport, et le sport, ça peut être un stresseur positif comme négatif quand tu arrives dans le surentraînement. Tu as des stresseurs qui peuvent être liés à l'alimentation, par exemple, le fait de ne pas manger, le jeûne peut être un stresseur. Tu as le stress cognitif négatif, entre guillemets, le fait de t'en faire pour plein de choses qui pourraient arriver, etc. C'est ce qu'on appelle généralement le stress chronique. Mais dans ce stress cognitif, tu as aussi le stress positif. Quand tu lances une boîte, par exemple, tu es mu par une espèce d'énergie dingue qui te donne plein d'idées. Et en fait, cette suractivation intellectuelle, c'est aussi une forme de stress, même si elle est potentiellement valorisée ou valorisable. Donc, tu vois, on a tendance je trouve, à polariser le stress comme quelque chose de forcément négatif, alors qu'on s'aperçoit qu'il est très divers, qui peut être physique, intellectuel, qui peut être positif ou négatif selon l'appréciation de l'individu, et l'appréciation de l'individu peut être différente de la façon dont le corps, lui, va le vivre. Et tu vois, et dans cette notion d'équilibre que tu mentionnais, moi, je sais que j'ai tendance à être beaucoup plus sur les circuits dopaminergiques, tu vois, l'extéroception, le fait d'atteindre des objectifs, etc., et de sous-exploiter les circuits plutôt de here and now, d'ici et maintenant, du moment présent. Et donc, c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait évoluer dans ma vie, dans ma pratique, en essayant justement d'avoir un meilleur équilibre entre l'extéroception, l'interoception, entre le fait d'aller atteindre des objectifs et puis de l'autre côté, profiter du chemin et de ce que j'ai maintenant, la contemplation, tu vois, on parlait tout à l'heure potentiellement des marches créatives. Enfin, comment est-ce que tu appréhendes justement tous ces facteurs de stress? Et d'ailleurs, j'ai même pas parlé des stress type polluants, liés à l'alimentation, Ouais. etc. Je propose qu'on laisse de côté tout ça parce qu'on parlera sûrement beaucoup d'alimentation après. Mais voilà, comment est-ce que tu gères, t'appréhendes tout ça? C'est une excellente question, et puis
j'avais une vision assez similaire à celle que tu as décrite pendant longtemps, avec un peu, en résumé, ce qui ne te tue pas te rend plus fort, en gros. Hein, on va dire que le stress bénéfique via l'adaptation, avec toute la théorie de l'hormèse derrière. Maintenant, ayant beaucoup fouillé, approfondi tout ça, je me rends compte qu'il nous manque parfois certains éléments très importants dans l'équation. À savoir que quand on parle d'hormèse, on oublie qu'il y a un effet spécifique et un effet de stress dans tout ce qu'on fait. C'est-à-dire que si on prend l'exemple du sauna, tu as un effet de stress sur le corps. Hein, et le stress fondamental, c'est une demande énergétique au niveau cellulaire. Et si les cellules n'arrivent pas à répondre à cette demande accrue, ça génère du stress, il y a toute une cascade qui en découle. Par contre, tu as des effets spécifiques. Quand tu fais un sauna, il n'y a pas que le stress généré par la demande énergétique nécessaire au niveau cellulaire. Tu as par exemple une réaction où tu as les pores de la peau qui vont s'ouvrir et ça peut être bénéfique du point de vue, par exemple, d'expulsion de certaines toxines. Tu vas entraîner une vasodilatation, tu vas faire ce jeu vasodilatation-vasoconstriction qui peut avoir un effet bénéfique. Et en fait, quand on parle de stress, on devrait revenir en fait aux écrits d'Ansellier, qui était le plus grand spécialiste du stress, là-dessus, parce que beaucoup de monde parle de stress, mais le stress a été très bien défini par Sellier, et je ne crois pas que ça a été remis en question depuis. Et Sellier différencie bien ces aspects-là entre l'effet spécifique d'un stresseur, qui peut être positif, et l'effet de stress, qui est fondamentalement négatif, qui entraîne une adaptation, qui peut te rendre plus fort face à ce stress particulier à l'avenir, ce qui peut être bénéfique dans ton contexte. Admettons que tu projettes, comme Mike Horn, d'aller faire le tour du cercle polaire, tu dois être mieux adapté au froid, donc tu t'exposes au froid pour devenir plus résistant au froid, mais tu le fais au détriment d'autres choses, parce que ça nécessite, ou ça coûte à ton organisme de l'énergie, fondamentalement, et que l'énergie n'est pas illimitée dans le système. Et quand tu alloues énormément d'énergie à quelque chose comme ça peut être bénéfique dans ton contexte, mais ton corps sacrifie autre chose derrière, parce que, comme je dis, c'est pas illimité l'énergie. Et cet effet d'hormèse, il faut aussi comprendre d'où est-ce qu'il vient à la base. Hein. L'effet d'hormèse, les premières études là-dessus, c'est l'industrie qui les a lancées. À un moment donné où on commençait à les pointer du doigt pour la présence de certaines toxines, on va quand même en parler un petit peu du coup, parce que c'est très lié finalement, des métaux lourds, des pesticides en petite quantité dans la nourriture. Et eux ont lancé tout un concept autour de l'hormèse en disant oui, mais un petit peu, c'est bien parce que ça active vos mécanismes antioxydants, la production de glutathion, etc. Donc s'il y a un petit peu de métaux lourds, un petit peu de toxines, c'est positif. L'hormèse est partie de ça. Et c'est une vision partielle et à mon avis qui est quand même un petit peu fallacieuse parce qu'on enlève tout l'effet spécifique et surtout on décontextualise. C'est-à-dire que dans notre société, même si tu pratiques pas de stresseurs aigus dans ta vie, tu as des stresseurs aigus qui t'entourent. C'est-à-dire que tu ne peux pas éviter d'avoir des toxines dans l'alimentation, dans l'atmosphère, du stress dans ta vie professionnelle, etc. Donc on est déjà soumis à des stress assez fréquents. Maintenant, on peut choisir, comme via le sport, d'utiliser un stresseur pour devenir plus fort dans un domaine. Et le sport, typiquement, il a des effets spécifiques bénéfiques. Tu vois ? Et tu disais, trop de sport, ça peut être mauvais. Pas assez de sport, c'est peut-être mauvais aussi. Pourquoi ? Parce que si tu fais trop de sport, les effets spécifiques bénéfiques du sport sont pas suffisants pour faire pencher la balance en faveur du positif, parce que ton organisme est déjà surchargé et que ce stress supplémentaire, c'est trop. Est-ce que ça fait un peu du sens ? Est-ce que tu vas approfondir ? C'est hyper intéressant. Déjà, vis-à-vis de ce que tu dis, il faudrait essayer de trouver comment objectiver ou définir la notion de trop. Tu vois, par exemple, si tu prends le prisme du sport, j'ai vu des études, j'en avais parlé avec Fabrice Kuhn, d'ailleurs, qui est un médecin, enfin bref, que j'ai reçu sur ce podcast et qui citait plusieurs études qui montraient que, je sais plus, jusque 15 heures par semaine d'entraînement, tous les risques de mortalité diminuaient. Et puis après, tu avais une légère augmentation au-delà de 15 heures, mais très très légère quand tu regardes sur le graphique, qui restait largement en deçà de quelqu'un qui ferait par exemple que 3 heures par semaine. Donc déjà, il faut définir cette notion de trop. Après, d'un point de vue plus philosophique, ce que je retiens de ton partage et que je trouve très intéressant, c'est que c'est un peu un parallèle qu'on peut faire d'ailleurs avec la vie de façon générale ou l'entrepreneuriat. Souvent, tu as des opportunités et puis tu as envie de dire oui. Et sans prendre en compte le fait que dire oui à quelque chose, c'est dire non à autre chose.
parce que tu as cette impression d'illimité qui est juste illusoire. Et donc, toi, ce que tu nous dis, c'est que cette énergie vitale, elle est limitée et qu'il faut choisir ce à quoi tu la dédies. Donc, dire oui à un sauna, c'est dire non potentiellement à autre chose. Et donc, il faut avoir conscience de ce coût caché que tu vois pas forcément. Donc, des avantages potentiels d'adaptation, etc. Et puis, ce coût caché. Et il y a un dernier point, un dernier élément qui est lié, malgré tout, je trouve, au fait, parce que tu dis, oui, on est déjà exposé continuellement à des stresseurs, notre environnement, il est pollué, etc. Mais il y a aussi tout un côté mental, je trouve, qui est quand même intéressant à prendre en compte, qui est que, j'en parlais là il n'y a pas longtemps avec Anthony Met, qui est docteur en psychologie et puis préparateur mental de grands athlètes, puis aussi de leaders, de chefs d'entreprise, etc. Et il me disait, la meilleure façon d'être plus résilient face au stress, notamment au stress de la vie, tu vois, lié au fait de faire une présentation devant des gens ou de te lancer dans quelque chose, un défi, de faire face à une problématique dans ton entreprise, etc., c'est de t'entraîner à le gérer. C'est-à-dire de t'exposer. En gros, lui, il prenait l'image de nager avec des requins. C'est te confronter au stress qui te permet petit à petit de développer les ressources intellectuelles, mentales, qui te donnent la sensation d'être capable de tout. Donc, tu vois, par exemple, la douche froide ou le sauna, peut-être pas le sauna, mais plutôt la douche froide ou le bain froid, outre son côté spécifique et le potentiel rebond positif ou négatif, il y a aussi la musculation de ta capacité à te confronter à des choses difficiles et à savoir que tu as suffisamment de ressources pour y faire face. Donc, il y a 3 choses. Définir le trop, comprendre que cette énergie, elle n'est pas illimitée et que dire oui à quelque chose, c'est dire non à autre chose. Et puis, l'aspect mental d'entraînement à la gestion du stress. Ouais. Comment est-ce que tu fais rentrer ça dans ton système ? Non, mais bien sûr. Après, l'idée, parce que c'est peut-être ce qui peut être retenu par les gens, l'idée, c'est pas de dire que le sport est foncièrement négatif, que faire un sauna, c'est foncièrement négatif. C'est vraiment pas l'idée. C'est simplement de comprendre que, parce qu'aujourd'hui, le discours, c'est beaucoup ça, c'est de dire il faut faire plus, no pain, no gain, plus de sport, moins manger, plus de stress, plus de bains froids, plus de jeûne. On a ce discours, et je vois en pratique avec les gens, il y a des gens qui ont aligné tout ça et qui tombent dans un trou assez fort. Parce que si le système est déjà en surcharge, parce que la production énergétique cellulaire, elle ne fonctionne pas bien, et qu'il y a déjà eu beaucoup de stress dans la vie, lié au travail, etc., de rajouter par-dessus ces stresseurs, ça peut clairement faire tomber l'organisme dans un état qui est bien pire que ça. Maintenant, chez quelqu'un qui est en pleine santé, qui est en pleine forme et qui en plus qui a certaines passions, tu parlais du trail, si ça te passionne, c'est génial, ça te fait du bien mentalement, tu es à l'extérieur, tu es au soleil, etc. Il y a tout plein d'effets spécifiques comme ça qui sont très importants. Donc ça, c'est vraiment le message fondamental. Maintenant, c'était les 3 points que tu évoquais, c'était... Qu'est-ce que trop ? Comment est-ce que tu objectives le fait de trop en faire ? Parce que ce que tu décris, c'est vrai. En fait, tu vois, avec Limitless, j'ai découvert plein d'outils. Et ils ont tous l'air génial. Et donc, il y a un peu ce syndrome de l'objet brillant où tu as envie de tous les faire. Alors, du coup, tu te retrouves à faire des bains froids, de la respiration Wim Hof, du jeûne, une alimentation cétogène, beaucoup de sport, etc., du sauna le soir, machin. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, c'est des questions que j'ai déjà posées à d'autres invités. Ok, leur messe, c'est bien, mais je comprends bien qu'au bout d'un moment, tout ça se cumule. Et j'imagine qu'il y a une limite, comment est-ce qu'on l'objective, etc. Et personne n'a vraiment réussi à me répondre. Donc, est-ce que toi, tu as une solution pour objectiver ça ? D'autant plus qu'il peut y avoir un effet pernicieux lié au fait que toutes ces pratiques peuvent masquer, entre guillemets, une fatigue sous-jacente, parce que justement, ça peut stimuler la production d'adrénaline, etc., de cortisol, qui donne l'impression que tout va bien. Voilà. Mais en fait, tu n'arrives pas à te reposer, quoi. C'est vraiment le point le plus important que tu viens d'évoquer, c'est que ces hormones de stress stimulantes, cortisol, adrénaline, noradrénaline, hormones de croissance aussi, il y a différentes de ces hormones, elles ont pour fonction, dans un cadre évolutionniste justement, de nous permettre de faire face à un stress aigu. Et quand tu as un stress aigu dans un milieu, imagine à la préhistoire, un stress aigu, ça pouvait être une menace directe sur ta vie. C'est pas le moment à ce moment-là d'être fatigué, c'est pas le moment d'avoir mal à un genou. Donc ces hormones, dans toute la cascade à court terme qu'elles entraînent, c'est des anti-inflammatoires, c'est des antidouleurs, c'est des stimulants. Donc tu es surboosté, tu n'es plus fatigué, tu n'as plus mal. Et du reste, l'anti-inflammatoire numéro 1 utilisé par la médecine, le plus efficace, c'est quoi ? C'est la cortisone. Tu bourres quelqu'un de cortisone, oui, il a plus mal.
tu masques la douleur, ça calme l'inflammation, tout va bien. Je suis pas sûr que tout aille bien, mais en tout cas, c'est l'utilité que ça peut avoir sur le moment. Donc si tu as un match hyper important le lendemain, tu peux décider d'utiliser ça, parce que c'est un jour extrêmement important pour ta carrière. Donc tu fais le pari de risquer une guérison ou une blessure à long terme pour jouer ce match, par exemple, pour un sportif de haut niveau, tu vois. Donc dans ce cadre-là, l'hormèse, pour moi, c'est pas quelque chose de positif. Sauf si, dans ton contexte personnel, tu dois t'adapter pour faire face à quelque chose que tu vas rencontrer régulièrement. J'ai mentionné l'exemple avant du mec qui veut aller dans le Grand Nord, au froid. Là, tu choisis de rajouter du stress dans ta vie pour t'optimiser face au froid de cette manière. Par contre, d'aller surcharger le système avec des stresseurs comme ça, on croit que ça nous rend plus forts. Mais moi, je suis pas vraiment d'accord. Et il y a aussi pas mal d'études qui montrent gentiment le contraire. C'est que ton système, il a une certaine capacité à faire face à des stresseurs. Et quand il est surchargé comme ça, il y a un moment donné où tout le château de cartes peut tomber. Et puis après, tu peux rentrer dans des fatigues profondes, justement. Et tu as beaucoup de gens dans notre société, tu le remarqueras peut-être autour de toi, qui sont au taquet toute l'année jusqu'à ce qu'ils arrivent en vacances. Et au moment où ils arrivent en vacances, qu'est-ce qui se passe? Ils tombent malades ou ils sont crevés. Pourquoi? Parce que le reste de l'année, ils tournent au stress. Donc ça peut être, je fais de l'hyperventilation en me réveillant, comme ça j'ai des niveaux d'adrénaline qui partent au plafond. Je me prends encore une douche froide, comme ça je mets encore plus d'adrénaline dans le système. Et puis ensuite, je me prends 10 cafés sans glucides toute la journée, comme ça j'ai du cortisol à outrance, et puis ça va bien comme ça. Moi je l'ai fait pendant un moment, donc je ne jette pas la pierre aux gens, parce que il y a des moments où tu peux décider d'utiliser ça. Mais ce que je me suis rendu compte avec le temps, c'est que quand tu utilises ce type de méthode, tu dois payer ta dette derrière, si tu veux faire ça à long terme. C'est-à-dire que si tu fais ça 2-3 jours parce que tu dois mettre un coup de rein pour des raisons professionnelles, ok. Mais quand est-ce que tu payes ta dette? Si tu veux pas la payer, ton corps, il va te faire payer cette dette tôt ou tard. Et si tu veux pas la payer et que tu continues, que tu tires sur la corde, il y a un moment où tu vas dégénérer plus vite. Tu mentionnais, c'est quoi le trop? Tu parlais de 15 heures par semaine. Il y a d'autres études qui indiquent vraiment autre chose, qui indiquent déjà 45 minutes 3 fois par semaine. Ça peut mettre beaucoup de gens au-delà de leur capacité de régénération. Donc il y a vraiment ça dépend de tout comment tu mesures les choses. C'est ça. Si tu regardes les choses d'une certaine manière, tu vas dire, OK, bon, on peut aller jusqu'à 15 heures. Si tu les regardes d'une autre manière, tu vois que le chiffre est beaucoup plus bas. Qui a raison? Je ne sais pas. Après, c'est du domaine scientifique. Mais il faut quand même être alerté là-dessus. Parce que si tu crées une surcharge de demande énergétique sur le système, qu'est-ce que le système va sacrifier? Il y a des demandes énergétiques que tu ne peux pas réduire, c'est vital. D'accord? Puis ensuite, tu as des demandes externes, c'est tous les stresseurs. Faire du sport, le stress professionnel, faire un bain froid, faire un sauna, tout ça, c'est une demande énergétique pour ton système. Mais ton corps, il a aussi toutes des demandes internes qui ne sont pas vitales, qui sont des demandes de régénération, des demandes d'anabolisme, de construction musculaire, tu vois, de la maintenance du système, en fait, régénérer la paroi de l'intestin, régénérer ton tissu cardiaque. On n'est pas une machine mécanique, en fait, on est des êtres biologiques, on se régénère en permanence, mais pour ça, nos cellules ont besoin d'énergie. Et comme l'énergie n'est pas illimitée, si tu alloues énormément d'énergie dans une direction, tu n'en as pas pour autre chose. Raison pour laquelle tu vois énormément, peut-être que j'exagère, mais c'est un fait assez connu que les sportifs d'ultra-endurance ont des problèmes cardiaques plus tôt. C'est pas pour rien. Quand le tissu cardiaque il est soumis comme ça à une demande autant forte pendant longtemps, tu as d'autres problèmes qui peuvent apparaître à terme. Tu as aussi beaucoup de troubles intestinaux chez les coureurs d'endurance. C'est pas pour rien, là aussi, le système digestif, c'est un des tissus qui se régénère le plus vite. Hein, les cellules épithéliales de l'intestin, c'est une régénération d'environ... chaque cellule est régénérée tous les 4 jours environ, ça peut être même 3 jours. Donc, s'il n'y a pas assez d'énergie dans le système, ton corps va régénérer ça plus lentement. Et du coup, ton intestin, il commence à devenir peut-être hyper perméable, tu peux avoir des saignements internes, tu commences à moins bien digérer les choses, tu deviens intolérant, tu as des diarrhées. C'est quelque chose qui frappe beaucoup les sportifs d'endurance. Moi, j'ai eu pas mal de clientèle de ce milieu-là. C'est presque un des aspects les plus importants pour eux en trail, parce que c'est souvent la cause d'échec, en fait, parce qu'ils n'arrivent plus à se nourrir pendant le trail,
Et c'est l'échec, oui. L'intestin n'est pas assez perfusé pendant la course, mais en plus de ça, il n'est pas en bon état de base quand tu tires trop sur le système. C'est super intéressant, ça m'évoque plusieurs choses. D'abord, pour abonder dans ton sens, j'avais vu des études qui montraient que le fait d'augmenter ta dépense calorique dans le sport, entre guillemets, t'aidait pas plus que ça à perdre du poids parce que le corps économisait sur d'autres systèmes, par exemple sur le système immunitaire, la régénération des tissus, etc. Ce qui va un peu dans ton sens, qui est que au final, j'ai dépensé de l'énergie sur un système qui était moins utilisé et du coup, le corps a moins d'énergie à allouer aux autres systèmes. D'un autre côté, tu as parlé tout à l'heure de ces ancêtres chasseurs-cueilleurs qui étaient parfois soumis à des stress aigus. J'imagine que leur quotidien, d'ailleurs, tu as quand même des anthropologues, etc., qui estiment qu'ils faisaient 12 à 15 km par jour. Ils avaient quand même une vie qui était relativement active. Tu parles de l'exposition au froid. Quand ils voulaient aller se laver, ils allaient dans l'eau, elle était froide, ils n'avaient pas d'eau chaude. Donc, a priori, c'est quand même quelque chose. Et d'ailleurs, on voit que ça active certains gènes, etc., liés aux sirtuines, qui sont plutôt liés à la longévité. Enfin, tu vois, toutes les adaptations classiques, indépendamment de l'adrénaline, qu'on cite lorsqu'on parle des bienfaits du froid. Donc j'ai l'impression que ça répond à un contexte qui d'un point de vue historique, a été plutôt la norme que l'exception. Et par ailleurs, aujourd'hui, si je regarde la population, eh bien, j'ai pas l'impression que ceux qui ont une vie plus confortable, c'est-à-dire qui s'exposent jamais à des stresseurs, qui font, tu parlais de trois fois par semaine, trois quarts d'heure de sport, donc qui ne font que ça ou moins, qui mangent, qui mangent pas cétogène, qui font pas de douche froide, etc. Généralement, j'ai la sensation que d'une part, ils sont tout aussi soumis au stress chronique, aux problèmes de sommeil, etc. Et par ailleurs, quand je les regarde, j'ai souvent la sensation qu'ils n'ont pas beaucoup d'énergie ou pas des niveaux d'énergie très très hauts. Bien sûr, bon, y a plusieurs choses dans tout ce que tu évoques. Tout l'aspect longévité, il faut le prendre avec beaucoup de pincettes, parce c'est pas tout noir et tout blanc, et là, la recherche, elle est loin d'être unanime sur l'activation des sirtuines, la prolifération des mitochondries. Tout ça, c'est beaucoup plus complexe qu'on pense, et si tes cellules, elles doivent produire plus de mitochondries, c'est pas forcément bon signe. Ça veut dire que potentiellement, les mitochondries qu'elles ont déjà fonctionnent pas assez, ou qu'elles ont justement trop de demandes énergétiques, elles doivent y faire face en produisant plus de mitochondries, par exemple. Donc on peut se dire que c'est bien, oui, mais un être vivant, il n'a pas une capacité illimitée à maintenir une structure complexe. C'est-à-dire que c'est l'exemple typique, comment tu maintiens une masse musculaire énorme de manière naturelle. Les mecs qui prennent beaucoup d'anabolisants, ils poussent le corps au-delà de ce que le corps veut faire, parce que notre organisme sait que créer une masse musculaire autant grosse, ça va se faire au détriment d'autres tissus. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tout cet aspect, il est très intéressant, mais moi, je le prends avec des pincettes. Et on voit de plus en plus de gens qui reviennent en arrière, notamment du côté américain, où ils étaient beaucoup en avance là-dessus. Tu vois maintenant des gens comme Peter Attia, etc., qui commencent à dire le sauna, le bain froid, le jeûne. Pourtant, c'est eux qui en ont fait la promotion il y a 10-15 ans. Ils étaient très vocaux là-dessus. Et aujourd'hui, ils reviennent fortement en arrière. Et on commence à voir les premières études qui sortent et qui indiquent que potentiellement, c'est pas aussi bien que ça. Donc moi, comment dire, je prends tout ça avec des pincettes, avec un petit peu de prudence. Et je pense que là, l'instinct, il est quand même bien. Maintenant, tu évoques tout l'aspect préhistorique en soi. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est pas parce que nos ancêtres préhistoriques faisaient quelque chose ou qu'ils y étaient contraints que c'est forcément bénéfique. Ça, c'est déjà très important de le comprendre. Et on sait aussi que quand tu veux faire si tu élèves des animaux pour qu'ils deviennent très forts, très costauds, que ce soit des chevaux, des bœufs, etc., tu essayes de les stresser le moins possible en général pour qu'ils deviennent. C'est pas plus tu stresses un animal, plus il aura tendance à être chétif, etc., et à vivre peu longtemps, en fait. Donc, il y a un peu de tout. Après, il y a des contre-exemples où, avec Si élégant, ils font certaines choses, mais on est dans des cas très particuliers. Hein, quand on fait, par exemple, quand on dénutrit des vers comme Si élégant, puis qu'on dit leur vie s'est rallongée, oui, dans un contexte de laboratoire où ce ver n'était exposé à aucune menace autour de lui, puis qui, du coup, il entre en hibernation, ce que nous, on ne peut pas faire, puis du coup, il vit plus longtemps. Est-ce que c'est vraiment adaptable à l'être humain dans un environnement où on ne peut pas se permettre d'avoir un système immunitaire qui s'écrase comme ça, tu vois? Parce que de nouveau, quand tu rajoutes trop de demandes énergétiques sur le système via, par exemple, du sport, et de nouveau, je pratique du sport, j'aime ça,
Mais le message, c'est de dire, attention, quand on va trop loin dans le sport, ce qu'on voit, c'est un affaissement immunitaire. Ça, c'est quelque chose qui est assez évident. C'est-à-dire que le système immunitaire n'est plus assez fonctionnel. Donc, on peut s'exposer plus facilement à des infections, etc. Mais tu as aussi un affaissement hormonal. C'est-à-dire qu'en général, la fertilité descend. Les femmes sont impactées beaucoup plus vite que les hommes à ce niveau-là. Tu as les niveaux de testostérone, etc., qui peuvent commencer à descendre. Maintenant, tu dis, effectivement, il y a des gens dans notre société, ils font ni sport ni rien, ils n'ont pas l'air en meilleure santé. Oui, c'est des gens qui s'exposent, comme tu le disais, à d'autres stresseurs. C'est des gens déjà qui sont devant des lumières blanches, des télévisions toute la journée. Et là, effectivement, c'est mieux d'aller courir à l'extérieur, en forêt, au soleil, etc. Tu as peut-être une balance qui est beaucoup plus positive que le mec qui fait pas de sport, qui mange des burgers de McDo devant sa télévision tous les soirs jusqu'à minuit. Donc c'est toujours qu'est-ce qu'on compare à quoi, et c'est très difficile dans notre société. Parce que quand tu fais des études comme ça, épidémiologiques, tu as des corrélations, mais il y a tellement de facteurs de confusion, tu sais, les biais d'utilisateurs sains, les biais d'utilisateurs malsains, que l'image générée, de nouveau, on doit la prendre avec des pincettes, parce qu'on n'a pas toutes les données sous la main. Bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec toi sur les limites des études. Tu as parlé du biais de l'utilisateur en bonne santé. Il y a aussi la différence entre les études corrélatives et interventionnistes. Le fait qu'il y en ait pas mal qui sont faits sur des animaux, que ce n'est pas forcément transférable à l'humain. Et que la qualité des aliments, etc., n'est pas toujours prise en compte. Enfin, il y a plein de facteurs limitants. Je pense que, tu sais... justement dans cette vie qui potentiellement est stressante, on cherche aussi, et dans une perte de repères, tu vois, de sens, et Sébastien Boller qui en parle très très bien, tous nos repères justement, la tribu, la religion, etc., tout ce qui nous servait de pilier sont un petit peu tombés, et donc aujourd'hui on s'identifie à des pratiques, et on cherche quelque part une sorte de formule magique qui serait parfaite. Et je pense que c'est peut-être là, en fait, la réponse et la façon de nous réconcilier, entre guillemets, qui est que, tu vois, et le fait que Peter Attia ait pendant tout un temps fait la promotion des saunas, des bains froids et du jeûne, et que maintenant il y revient un petit peu, c'est que tous ces outils sont potentiellement bons lorsque ils sont en réponse à un contexte et puis qu'ils sont normés dans le temps. C'est-à-dire que, et tu vois, c'est pareil avec le cétogène, probablement que... moi, ma conviction, c'est que ça peut être bien d'avoir certaines périodes où tu vas être plus bas en glucides et puis d'autres un peu plus élevés. Que ça peut être bien d'avoir des moments où tu vas t'exposer à des stresseurs liés à la chaleur ou au froid à certains moments, peut-être de faire un jeûne une fois par an, mais que les gens, en fait, quand ils trouvent un nouvel outil, ils se disent, ils le voient comme une religion, comme un dogme, ils l'embrassent à fond et ils se disent qu'il faut être, tu vois, je fais du jeûne intermittent, il faut jamais que je mange de petit déjeuner. Si je mange un petit déjeuner demain, je ferai plus partie de la secte jeûne intermittent, tu vois. Moi, je fais du jeûne intermittent, je trouve que ça me va bien. Ce matin, j'ai mangé 4 œufs avec un avocat. Et puis j'étais très content de manger ça, tu vois, parce que ce week-end j'ai fait du sport et je sentais que j'en avais besoin, tu vois. Et donc mon alimentation, et d'ailleurs, tu vois, on va en parler après des glucides, etc. Mais je me sens plutôt bien sur du relatif low carb. Quand je dis low carb, c'est pas cétogène, hein. Ça veut dire que j'ai 30% de mes apports qui viennent des glucides, ce qui est moins que la plupart des gens, mais qui est plus que quelqu'un qui serait en pur cétogène. Il y a des moments où je suis en dessous de ça. Parce que je suis peut-être sur une semaine où je vais moins m'entraîner et puis je suis bien comme ça. Et puis là, c'était une semaine où je m'entraînais pas mal. Je te dis que j'avais fait un week-end choc avec 10 heures de trail dans le week-end. Là, j'ai mangé 10 fois plus de fruits, de glucides, de miel, etc. Et donc, voilà. Et donc, je pense que peut-être que le message à retenir, c'est justement que tout ça doit jamais devenir dogmatique et qu'on est peut-être mieux adapté à la variabilité. Et ça rejoint un peu ce qu'on disait avec les routines matinales d'ailleurs, qui en réalité sont une boîte à outils qu'on peut utiliser en fonction d'un contexte donné. Et les respirations Wim Hof ou les cafés gras, parce que tu as une nuit un peu pourrie ou parce que tu as un gros rush professionnel, peuvent faire sens. Et à d'autres moments, tu as peut-être plutôt intérêt à te poser en méditation pleine conscience et puis à te focaliser sur ta respiration ou à regarder la beauté du soleil qui se lève. Ouais, mais là je te rejoins tout à fait en fait sur sur ce que tu mets en avant dans ce discours. C'est un peu la manière de penser que j'ai. Tu parlais du low carb, tout le monde ne le définit pas pareil, hein. Beaucoup de gens qui font du low carb, quand tu leur dis que tu consommes 30% de glucides, pour eux, t'es pas en low carb, hein. Même pour un mec qui est dans le céto, 30% de glucides, tu vas mourir, hein. T'es en high carb, tu vas finir diabétique. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des perceptions qui sont complètement différentes sur ce qu'est du low carb, du low fat, du céto. Ça dépend beaucoup du contexte. Pour moi, il faut vraiment
de nouveau, réfléchir à quel mot on met sur quoi. Sinon, on se perd aussi dans les discussions. Quelqu'un parle du low carb. Maintenant, si tu me parles 30% de glucides, je peux le concevoir. Maintenant, combien ça représente de grammes de glucides pour toi dans la journée? Ça, c'est une autre question. Pour moi, j'ai défini le low carb comme toute diète qui ne contient pas suffisamment de glucides pour éviter une néoglucogénèse, je dirais, significative. C'est-à-dire que lorsque tu as pas assez de glucides juste pour couvrir les besoins standards de ton organisme, qui peuvent être variables selon les individus. Mais on sait que le cerveau, si tu n'es pas en cétose, il va fonctionner sur du glucose essentiellement, ou quasi essentiellement. Tu as d'autres cellules, comme les globules rouges, qui représentent bien plus de la moitié des cellules de notre corps, qui ne peuvent pas fonctionner sur autre chose que des glucides. Alors ça représente une petite partie des cellules, évidemment. Et tu as d'autres cellules qui préfèrent les glucides. À l'opposé, tu as d'autres cellules qui fonctionnent très bien sur les lipides, par exemple. Mais ça, c'est une autre question. Et du coup, où est-ce que tu mets la barre? Chez certains, ça peut être 120 grammes, d'autres c'est 150, d'autres c'est 180. Et pour moi, en dessous de ça, tu rentres dans le low carb. Maintenant, est-ce que pour toi, le low carb, c'est ça? Peut-être pas, tu vois. Chacun le définit un petit peu différemment, j'ai l'impression. Ouais, t'as raison. Et c'est vrai que ça explique aussi le fait que parfois on se comprenne pas bien si on définit pas de la même façon les termes. Non, je parlais de 30%, déjà je compte pas, mais je pense que tu vois, mes journées vraiment low carb, je suis peut-être à 50 grammes, ce qui est proche cétogène, mais ça va peut-être représenter 1, 2, 3 jours dans la semaine. Et puis d'autres jours qui sont plutôt proches de séances intenses ou d'efforts plus importants, et ben, je vais monter à 150, 200 grammes de glucides par jour, tu vois. C'est juste que, en fait, et comme tu dis, c'est toujours un biais de contraste parce que pendant un temps, j'ai fait de la musculation et donc je mangeais à bloc de glucides. Et donc, ça me paraît vachement low carb par rapport à cette période-là où je me mangeais 100 grammes de flocons d'avoine au petit-déj, 150 grammes de riz sec à midi, 100 grammes au goûter de flocons d'avoine et puis encore 150 grammes de riz au dîner. Et donc là, en l'occurrence, je mange, en fait, déjà, je mange plus de céréales ni de légumineuses. Donc, mes sources de glucides, c'est des fruits, potentiellement des trucs genre des potimarrons ou des betteraves ou des choses comme ça qui en contiennent. Et puis éventuellement du miel, tu vois. Et donc, c'est vrai qu'il y a un raccourci. C'est quand même des produits qui sont généralement moins denses d'un point de vue énergétique et glucidique. Je dis pas qu'il n'y a pas de sucre et pas de glucides dedans. Je dis juste qu'au 100 grammes, c'est quand même difficile d'avoir autant de glucides avec ça. Sinon, il faudrait manger à bloc de fruits et puis au bout d'un moment, t'as juste pas envie, tu vois. Donc c'est plutôt sous cette perspective-là que je différencie le low carb de l'alimentation classique où tu vas manger beaucoup de céréales, etc. Ouais, je comprends tout à fait ton point de vue là-dessus. Ouais. Et alors, il y avait quoi dans ton petit-déj? Mon petit-déj, ça ressemble un petit peu au tien quand même. J'avais des œufs avec du fromage. Là, je me suis pressé des oranges. On n'en a pas tout le temps. Même que c'est un fruit exotique, ça nous arrive d'avoir des oranges. Les gamins aiment ça. Donc on essaye d'avoir des oranges bonne qualité. Je me suis pressé 2 oranges pour avoir un petit jus d'orange. Et qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu du yaourt nature dans lequel je mets un peu de confiture maison. Donc je dirais, tu vois, au niveau macronutritionnel, un petit peu peut-être 25% de Du low carb. protéines. Et puis ensuite, non, low carb pas, là, je Ah, pense. c'est blague. Non, je pense que c'était assez peut-être 30-40 au niveau lipides et glucides. Mais voilà, pour moi, l'aspect macronutritionnel, je pense il a un rôle à jouer. Mais de nouveau, c'est quelque chose à adapter au contexte de chacun. Et personnellement, voilà, je suis pas quelqu'un qui fait la guerre aux glucides, bien que par le passé, j'ai pu le faire. J'ai évolué sur ma position là-dessus. Et pour comprendre pourquoi, je pense que... Et ça explique aussi pourquoi il y a beaucoup de gens qui se sentent bien avec des méthodes dites hormétiques ou avec des choses comme du jeûne intermittent ou des diètes low carb ou cétogènes. C'est que la production énergétique à partir des glucides, donc les glucides sont un carburant comme les lipides. La production énergétique à partir des glucides, elle est fragile. C'est la plus fragile. C'est, à mon sens, aussi la plus propre et la plus efficace. On peut en débattre très longtemps, mais il y a suffisamment de preuves de cet aspect-là. Mais c'est la première, en fait, qui va foirer. Donc, dans notre société où énormément de gens ont des troubles métaboliques liés à une endotoxémie, à des membranes cellulaires trop poreuses ou trop perméables, ou à des carences nutritionnelles, ou à une toxicité trop élevée, la première des productions énergétiques qui foirent, c'est les glucides. Du coup, si ton corps reçoit trop de glucides et qu'il n'arrive pas
à les utiliser pour produire de l'énergie, ça commence à créer des problèmes dans toute la chaîne. Donc il est obligé de les stocker sous forme de graisse, d'activer certains mécanismes pour déstocker du gras, pour essayer de produire de l'énergie de cette manière. Mais du coup, il n'est quand même pas en cétogénèse, donc tu n'as pas de corps cétonique pour alimenter ton cerveau qui reçoit du sucre qu'il n'arrive pas bien à utiliser. Donc c'est des gens qui sont comme ça, dans un mode où ils ont un carburant qu'ils n'arrivent pas à utiliser, mais ils n'ont pas l'autre carburant. Et en fait, quand tu passes sur des mécanismes hormétiques où tu produis plus de mitochondries, où tu fais plus de découplage, où tu as des corps cétoniques qui rentrent en jeu, etc., tu rentres sur une voie de production énergétique qui est beaucoup moins fragile, qui est un petit peu notre voie de production énergétique de secours, pour moi, celle qui doit à tout prix fonctionner, sinon on est mort, mais qui n'est pas la voie optimale pour produire de l'énergie. Tu vois ? Et je sais que le discours du côté cétogène, c'est de dire la cétogénèse, c'est la voie optimale. Mais il y a un gros problème avec ça pour moi. C'est que si c'est la voie optimale, mais que c'est aussi la voie de secours, et on sait que c'est la voie de secours parce qu'en situation de famine, tu produis des corps cétoniques, pourquoi un être vivant comme l'être humain, il a maintenu d'autres voies de production énergétique ? Du moment où tu as quelque chose qui est optimal et qui fonctionne quand tu n'as rien ou quand tu as tout, tu n'as besoin que de ça. Et du coup, tu n'aurais pas besoin soit d'absorber les glucides, soit tu les transformerais direct en graisse pour les brûler sous forme de graisse pour produire des corps cétoniques. En fait, toute notre physiologie fonctionnerait différemment si c'était vrai, tout ça. Et en fait, je suis arrivé à ces réflexions à un moment où j'étais moi aussi en low carb, même en céto et même en céto carnivore, et où je cherchais des biais de confirmation. En fait, je cherchais à conforter mes biais de confirmation. J'essayais de trouver des explications évolutionnistes, etc., qui justifient tout ça. Et malheureusement, je ne les trouvais pas. Enfin, malheureusement. En fait, je m'en fous, parce que je ne suis pas attaché à un dogme. J'essaie vraiment de trouver ce qui va le mieux. Et du coup, le château de cartes s'est gentiment effondré. Ce qui ne veut pas dire que ce ne soit pas un outil intéressant dans le cadre de différents troubles de santé, où tu as justement des mitochondries qui ne sont plus capables, pour différentes raisons, de produire de l'énergie de manière efficace à partir du glucose. Là, tu peux amener ce carburant de secours qui va beaucoup mieux fonctionner, et du coup, tu te sens beaucoup mieux. Est-ce que c'est la meilleure solution à long terme ? Pas forcément. Ça peut l'être le cas si vraiment tu n'as pas la capacité de résoudre le problème. Mais pour moi, c'est une roue de secours à mettre avant de trouver la vraie solution. Après, ça peut aussi être un mode de fonctionnement qui est très intéressant dans des cas particuliers. Tu mentionnais l'ultra-trail. Moi, j'ai aussi des clients qui viennent chez moi en préparation pour des tests d'entrée dans des unités de force spéciale, par exemple. Où, je ne vais pas aller dans le détail, mais tu as beaucoup d'endurance, dans des conditions spécifiques. Et là, d'être capable de fonctionner en cétogénèse, c'est un énorme avantage dans ce contexte très précis. Tu vois ? Et si je devais me repréparer aujourd'hui pour un test comme ça, je me préparerais de cette manière. Par contre, dès que j'aurai réussi mes tests, je repasserai sur l'autre mode. Tu vois ? Et justement, tu vois, cette alternance, qu'est-ce que tu penses de la flexibilité métabolique, de l'idée justement d'avoir des périodes de ta vie. Alors ça, soit tu t'apprécies ça à l'échelle de la semaine, du mois ou même de l'année, en te disant, tiens, il y a des saisons qui sont peut-être naturellement plus riches en fruits et donc peut-être plus riches en glucides, et puis d'autres qui pourraient être plus céto-carnivores, par exemple. Comment est-ce que tu t'appréhendes cette logique justement d'apporter de la variabilité, de te dire il y a des moments où je suis plutôt en cétogène, des moments où je suis plutôt plus riche en glucides, et que ça correspond soit à des cycles naturels de l'année, soit à des défis ou perspectives, un contexte spécifique dans mon environnement. C'est un concept très intéressant, la flexibilité métabolique. Et pour moi, aujourd'hui, là où il manque de flexibilité métabolique, c'est dans la capacité à utiliser les glucides. En fait, la plupart des gens qui sont malades métaboliquement ne savent pas utiliser les glucides. Leur corps n'arrive pas à les utiliser. Et s'il y a du terrain à gagner dans la flexibilité, c'est sur l'utilisation des glucides et pas des lipides. Si tu prends des diabétiques, des gens qui sont obèses, des gens qui ont des troubles comme tous les troubles métaboliques de base qu'on connaît, c'est des gens qui fonctionnent majoritairement sur une oxydation des lipides parce que les glucides ne sont plus bien utilisés. Et du coup, tu as une élévation de la glycémie. Elle est élevée, la glycémie, c'est pas pour rien, c'est que les glucides ne sont pas utilisés. Mais quand tu regardes les études qui regardent justement la bêta-oxydation contre l'oxydation des glucides, etc., chez ces gens-là, le corps fonctionne majoritairement en brûlant des graisses et pas des glucides. Donc si ces gens doivent retrouver de la flexibilité, c'est sur leur capacité à brûler des glucides, ce qui va résoudre le problème. Le corps essaye de compenser en augmentant l'insulinémie pour essayer de pousser les glucides dans les cellules,
Mais comme les cellules n'arrivent pas à produire de l'énergie à partir de ce carburant, ça ne fonctionne pas. Donc, tu as une hyperinsulinémie qui s'installe de plus en plus. C'est des gens qui, même à jeun, ont des hauts niveaux d'insuline et de glycémie. Et là, tu as clairement un trouble métabolique. Le truc, c'est qu'on regarde le marqueur, à savoir le sucre qui est élevé dans le sang, et on estime que c'est le coupable. Le coupable, il peut être complètement différent. Il y a beaucoup de choses qui font, comme on disait, que la production d'énergie à partir du glucose, qui est très fragile, elle soit perturbée. La plupart des troubles digestifs, typiquement, vont entraîner une production de différentes toxines par le microbiote. On appelle ça les LPS, les lipopolysaccharides, les endotoxines. Les endotoxines, c'est un puissant inhibiteur mitochondrial, de la production énergétique. Ça vient bloquer, de mémoire, ça doit être le complexe 4. Et ta cellule n'est plus capable d'utiliser efficacement le glucose en premier lieu, ou en tout cas de l'utiliser de manière assez rapide, donc il s'accumule. Et ça peut mener à la mort, en fait, parce que si les cellules n'arrivent pas à produire assez d'énergie, elles meurent, concrètement. Et c'est pour ça que l'endotoxémie, donc l'élévation de ces lipopolysaccharides, de ces endotoxines bactériennes, c'est ce qui mène à la mort dans des chocs septiques. C'est une toxine qui est extrêmement puissante, mais on voit que le problème, il provient de très loin. Là. Il provient, par exemple, dans ce contexte, d'une dysbiose intestinale, qui, derrière, génère une mauvaise utilisation des glucides. Et souvent, on se dit, oui, mais alors là, si on arrête de donner des glucides, est-ce que ça améliore le terrain ? Ça peut l'améliorer. Pourquoi ? Parce que si ton système digestif il est en triste état, tu vas avoir une mauvaise absorption, par exemple, du fructose, qui va nourrir ces bactéries pathogènes, qui produisent des endotoxines et qui font dérailler tout le système. Tu vois ? C'est très complexe, en fait, d'avoir une vision générale de tout ça. Parce qu'on a vu, par exemple, que si on donne trop de fructose à des rats, sous injection, ils ont des problèmes. Si on leur donne par voie orale, ils ont des problèmes, sauf si on shoote complètement leur flore intestinale. Mais là, on parle de doses qui sont énormes de fructose. Si on shoote leur flore intestinale, donc ils n'ont plus de bactéries, ils n'ont pas de foie gras, ils n'ont pas de troubles métaboliques. Parce qu'il n'y a pas de production d'endotoxines, du coup. Donc le chemin est complexe derrière. Et très souvent, comme avec la glycémie, on regarde un marqueur et on veut tout définir de cette manière, alors qu'il y a beaucoup de paramètres derrière qui sont à prendre en compte, à mon sens. Donc la problématique, elle serait pas liée à la répartition des macronutriments, parce qu'en réalité, ces populations-là, elles mangent des glucides depuis qu'elles sont enfants. Tu vois, potentiellement, on a quand même tendance à manger beaucoup de sucre dans nos sociétés dès l'enfance. Donc, a priori, c'est pas qu'ils se sont désadaptés à la capacité à gérer les glucides par le fait de ne pas en manger suffisamment. Ils en mangent suffisamment, mais il y a un facteur X qu'on va essayer de définir qui diminue ou amoindrit les capacités soit intestinales d'absorption, etc., soit de fonctionnement mitochondrial, etc., d'utiliser ce carburant de façon efficiente. Et donc, malgré le fait qu'ils mangent beaucoup de glucides, eh bien, ils sont obligés de fonctionner plutôt avec le carburant lipidique. Et donc, ces glucides vont aller nourrir les cellules adipeuses et fonder leurs problèmes de surpoids, de diabète, de syndrome métabolique, et j'en passe. C'est un peu ce que tu dis. Et donc, ce facteur X, qu'est-ce que c'est ? Donc, tu as cité la dysbiose. Est-ce que c'est ça ? Et qu'est-ce qui est responsable ? Qu'est-ce qui en est responsable ? Il n'y a pas un facteur X. C'est ça qui est complexe. C'est-à-dire que, comme la production énergétique mitochondriale, elle est au centre de la machinerie, il y a énormément de choses qui peuvent l'impacter. La moindre carence dans toute la chaîne des vitamines du groupe B, par exemple, ou dans certains minéraux, oligo-éléments, que ce soit le magnésium, le manganèse, le molybdène, etc., tout ça, ça peut bloquer cette production énergétique. Donc il n'y a pas une seule raison. Pour moi, une des grosses, si on veut regarder les grosses raisons pour moi, la première, c'est je dirais, le degré d'insaturation des membranes cellulaires qui impacte fortement notre capacité à produire de l'énergie, ou en tout cas notre efficacité énergétique mitochondriale, de deux manières. Et c'est là que c'est vicieux. C'est-à-dire que plus une membrane cellulaire ou mitochondriale est perméable, c'est-à-dire plus elle a d'acides gras polyinsaturés, en l'occurrence des oméga 6, parce que les oméga 3,
s'installent jamais en grande quantité dans les membranes parce qu'ils sont beaucoup trop fragiles, surtout au niveau de la mitochondrie. Excuse-moi, je t'interromps, c'est hyper intéressant, mais je pense que pour les gens qui nous écoutent, qui n'ont pas des connaissances en physiologie extrêmement poussées, peut-être redéfinir comment se forme la membrane phospholipidique des cellules et quel rôle jouent les acides gras, le cholestérol, etc. dans cette stabilité membranaire. Ouais. Comme ça permettra de mieux comprendre la suite. Exact. Bon, pour simplifier, les membranes, que ce soit les membranes des cellules, donc les cellules, c'est comme des petites bulles. C'est pas exactement ça, mais qui sont entourées ce qu'on appelle une bicouche lipidique. Donc c'est une bulle de graisse avec à l'intérieur un liquide et puis des organelles, donc des petits organes, et puis à l'intérieur, il y a toute la vie cellulaire qui se passe. Et cette couche de graisse, elle est composée de différents types de lipides. Alors, en l'occurrence, c'est des phospholipides, on va pas aller dans le détail. Mais selon que ces phospholipides ou que ces lipides soient constitués de graisses saturées, monoinsaturées ou polyinsaturées, les membranes, donc c'est jamais du 100%, évidemment, il y a toujours une répartition qui se fait, mais plus vous avez des acides gras polyinsaturés qui ont une tendance à la fluidité, plus les membranes cellulaires sont fluides, plus elles vont en fait fuir. C'est ce qui s'appelle le proton leak, qui est bien étudié au niveau scientifique. On sait que plus les membranes sont insaturées, plus il y a de fuite de différents ions, en l'occurrence de la plupart des ions minéraux, sodium, potassium, etc. Et imaginez bien qu'une cellule, elle doit maintenir un certain ratio, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la même composition du liquide à l'intérieur de la cellule qu'à l'extérieur. Donc pour ça, elle utilise justement cette barrière protectrice. Mais si cette barrière protectrice, elle fuit, il y a des minéraux qui passent dans un sens ou dans l'autre. Et du coup, la cellule, pour rétablir l'équilibre, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit utiliser des canaux ioniques qui sont, imaginez, des petits tunnels. Mais pour activer ces petits tunnels, il faut de l'énergie. Il faut de l'ATP. Donc là, on a une perte énergétique cellulaire du moment où on a des membranes qui sont trop fluides. On perd de l'énergie uniquement déjà pour maintenir l'équilibre physiologique. Et du coup, tu te retrouves avec des gens qui font de la rétention d'eau, qui ont trop d'eau dans les cellules. C'est quelque chose qui est extrêmement fréquent. Une surhydratation intracellulaire du moment où tu as un appareil d'impédance-métrie ou que tu vas faire des DXA, des DEXA-scans, tu le vois chez la majorité des gens dans notre société, c'est des cellules surhydratées comparativement au tissu extracellulaire. Et ça s'inverse dans le tissu gras, principalement sous la peau, au niveau du tissu adipeux, où tu as une fuite, là aussi, de liquide qui ne sert à rien. Donc tu as des gens qui font justement cette rétention d'eau peu esthétique qui est sous la peau. Et c'est en grande partie lié à ça. C'est des cellules qui n'ont plus assez d'énergie. On parlait que l'énergie n'est pas infinie. Si la cellule, elle a beaucoup de choses à faire, et qu'en plus, elle doit rétablir ses équilibres qui coûtent beaucoup d'énergie, elle ne peut pas le faire de manière super efficace. Et maintenant, si tu vas encore plus loin dans la cellule, tu as la mitochondrie, qui est la petite centrale énergétique de la cellule. Alors, il n'y en a pas qu'une, il y en a beaucoup dans chaque cellule, ou dans quasi toutes les cellules. Et là aussi, il y a des membranes de ce type-là, qui servent à séparer le milieu intracellulaire du milieu intramitochondrial, si on veut dire. Et dans la mitochondrie, il y a encore une autre membrane qui, elle, faut la voir comme un barrage. C'est-à-dire que toute la production énergétique, ou toute la chaîne de transport des électrons, le cycle de Krebs, tout, on va pas aller dans le détail de tout ça parce qu'on en a pour long, mais tout ça, ça sert à stocker des protons derrière la membrane. Imaginez que c'est un barrage, vous stockez des protons derrière le barrage, et vous avez le complexe 5 à un endroit qui est comme un petit rotor qui va servir à produire de l'énergie. Et les protons qui sont accumulés derrière le barrage, ils doivent sortir par ces petits rotors, ces petits moteurs, et ça génère de l'ATP, de l'énergie. Comprenez que si le barrage il est perméable, s'il fuit, donc vous avez toute cette chaîne de production qui essaye de mettre des protons pour les faire passer dans les petits moteurs, mais vous en perdez une partie qui fuit dans tous les trous du barrage. Et c'est ce qui se passe quand les membranes cellulaires sont trop perméables. Donc ceux qui veulent approfondir, on appelle ça le proton leak. Il y a des papiers très intéressants là-dessus, notamment liés à la longévité. On se rend compte que quand on prend toutes les espèces animales, il y a un point commun, il y a un déterminant de la longévité entre les animaux, parce qu'il y en a plusieurs qui ont été étudiés au niveau de la longévité. Et la perméabilité ou le degré d'insaturation des membranes cellulaires, c'est le facteur qui définit la longévité à travers toutes les espèces vivantes. C'est-à-dire que plus les membranes sont insaturées, moins les espèces vivent longtemps comparativement à leur taille, etc. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important, dont on parle très très peu, à mon sens, dans les sphères de longévité, pour le moment.
Et là-dessus, il y a des papiers aussi qui sont super intéressants que vous pouvez trouver. Donc, je ne sais pas si ça répond un peu. Donc, ça, c'est une des raisons principales, à mon sens, qui font qu'on a de la peine aujourd'hui à produire de l'énergie cellulaire, et en l'occurrence à utiliser le glucose. Et ça vient principalement, à mon sens, que depuis environ un siècle, on a augmenté radicalement la consommation d'acides gras polyinsaturés dans notre diète, à savoir qu'avant, la plupart des sources de graisse ou de matières grasses dans l'alimentation humaine, elles provenaient de matières animales, de matières grasses animales, ou éventuellement de fruits gras, comme la noix de coco dans certains pays, l'olive ou ce genre de choses. Il y avait assez peu, en termes de quantité, de graisse polyinsaturée dans la diète des êtres humains. Aujourd'hui, comme la graisse ou la matière grasse la plus utilisée en Occident, ce sont les huiles de graines, tournesol, colza, soja, etc., on a quasiment décuplé la consommation de ces types de graisses. Et comme ce type de graisse, notre corps n'arrive pas vraiment à les éliminer facilement, il les stocke dans les membranes. Et du coup, ça perméabilise les membranes et ça entraîne ce proton de leak, en plus d'entraîner inflammation, etc., stress oxydatif, etc. Donc il y a plusieurs facettes à la problématique des huiles de graines, mais l'une d'elles, c'est justement ce que je viens d'évoquer. C'est hyper intéressant. Alors déjà, peut-être qu'on peut préciser le fait que les huiles de graines, parce que probablement que les auditeurs se disent oui, bah, moi je consomme pas d'huile de tournesol, etc. ou très peu. Mais en réalité, aujourd'hui, elles sont partout parce que l'industrie des produits ultra transformés ou transformés de façon générale utilise allègrement toutes ces huiles de graines. Et c'est d'ailleurs ce qui fonde, on parle souvent des avantages des oméga 3. En réalité, l'importance des oméga 3, il est surtout au regard de la quantité d'oméga 6 qu'on ingère. Parce que c'est une notion de ratio, d'équilibre entre l'un et l'autre. Et justement, tous ces produits ultra transformés et ces huiles de graines augmentent drastiquement notre consommation d'oméga 6. Et donc, pour essayer de compenser, il faudrait manger plus d'oméga 3. Alors que probablement que si on cherchait à régler la cause plutôt que le symptôme, il faudrait plutôt essayer de diminuer la quantité d'oméga 6. Et si je synthétise du coup ce facteur X qui cause potentiellement la plupart de nos problèmes métaboliques aujourd'hui, on pourrait le résumer en disant que c'est la guerre aux graisses saturées, et donc notamment à la viande rouge, etc., qui dit que ces graisses saturées augmentent les risques cardiovasculaires, etc., de cancer, et donc il faudrait arrêter de manger tous ces produits-là. Alors que la viande rouge, j'étais très très surpris lorsque j'ai fait des analyses micronutritionnelles comparatives. En réalité, tu parlais des vitamines du groupe B qui sont hyper importantes. Moi, tu vois, pendant longtemps, dans mon imaginaire, ce qui nous permettait d'avoir des vitamines et des minéraux, c'était les légumes. Alors, je dis pas que les fruits et les légumes, alors je dis pas qu'il faut pas en manger, hein. Mais en fait, quand tu fais une analyse micronutritionnelle comparative, tu t'aperçois que l'un des aliments les plus riches en vitamines et minéraux, c'est la viande rouge, et encore plus le foie de bœuf. Mais bref, même sans rentrer dans les abats, rien qu'un morceau de viande rouge est extrêmement riche. Et tu parles justement des acides gras, potentiellement ces acides gras saturés, de ce que je comprends, participent à cette intégrité de la membrane cellulaire de nos cellules et de nos mitochondries. Bien sûr, bon, après, ça ne veut pas dire qu'on doit manger que des graisses saturées. C'est-à-dire que de toute façon, si tu manges des graisses animales, l'acide gras numéro 1 dans la plupart des graisses animales, c'est l'acide oléique. C'est un monoinsaturé, type oméga 9. Comme l'huile d'olive. Comme l'huile d'olive. Après, l'huile d'olive, il y a quasiment, il n'y a pas que, mais il y a énormément d'oléique. Il y a quand même une teneur significative en linoléique, donc en oméga 6, un polyinsaturé. Ça dépend des variétés, ça dépend de la qualité. Mais tu as très peu de graisses saturées. Après, c'est pas grave, ça veut pas dire qu'on doit avoir peur de l'huile d'olive, d'en ajouter un petit peu comme ça dans certaines choses. J'en ferai pas mon unique matière grasse alimentaire. Alors c'est quasiment pas possible, parce que du moment où tu manges de la viande, des œufs, etc., tu as d'autres types de graisses de toute façon. Mais il y a des gens qui ont des diètes tellement contrôlées et formatées que ça peut être important d'entendre, tu vois, parce que tu parlais du milieu typique sportif ou salle de fitness, tu as des gens, c'est riz blanc, brocoli, poitrine de poulet, et puis un petit peu d'huile d'olive sur les brocolis, et c'est tout. Et du coup, tu peux là avoir des teneurs en acides gras qui peuvent différer beaucoup. Bien que ça puisse se compenser sur ce type de diète, parce qu'ils mangent beaucoup de riz, et du coup, que fait notre corps avec l'excès de glucides? Il produit des graisses, des lipides, et qu'est-ce qu'il produit? Des graisses saturées ou des graisses monoinsaturées, et qu'il ajuste via une enzyme. Donc il produit d'abord des graisses saturées, puis s'il a besoin de graisses monoinsaturées, il va en transformer une partie. Par contre, on ne peut pas produire de polyinsaturés, et on ne peut pas faire revenir les polyinsaturés en saturés ou en monoinsaturés, nous, êtres humains. Donc ça peut vite être un problème si on les accumule. Notre corps doit essayer d'en faire quelque chose. Il y a des voies d'élimination,
mais elles fonctionnent, on va dire, de manière très limitée. Et on voit une accumulation. Quand tu prends l'étude du tissu gras de différentes populations, tu te rends compte qu'il y avait c'était 1 à 2% d'acide linoléique dans les membranes cellulaires du tissu adipeux des gens il y a 50, 60, 80 ans. Et aujourd'hui, on en est rendu à plus de 10%, parfois jusqu'à 20% dans certaines études. Donc les gens se transforment gentiment en huile de graine, en fait, à force d'en manger des quantités. J'adore. On en mange des quantités énormes. Et ce que tu disais, c'est vraiment important. C'est vrai que beaucoup de gens disent, j'en mange pas, je mange que de l'huile d'olive et c'est tout. Mais ils mangent très industriel ou ils mangent au restaurant. Et au restaurant, les matières grasses utilisées, c'est l'huile de tournesol ou de colza. Pourquoi ? Parce qu'elles sont 10 fois moins chères que les autres. La plupart des restaurateurs, malheureusement, utilisent ces huiles-là. Et moi, j'espère qu'un jour ou l'autre, il y a des restaurateurs et ça commence aux États-Unis, qu'il y a des labels qui vont se faire, cuisine sans huile de graine, que ça peut être à l'huile d'olive, à la graisse de coco, beurre de cacao, au suif de bœuf ou au beurre clarifié, typiquement. Ce serait génial qu'on retrouve comme ça une gamme de restaurants ou un label qui nous protège un petit peu de tout ça. Mais il y a encore du boulot parce qu'il y a, voilà, il y a beaucoup d'argent aussi derrière les huiles de graines. C'est aussi un des joujoux de l'industrie agroalimentaire, les huiles de graines. Ils n'en mettent pas partout pour rien, du reste. Je veux dire, c'est peu cher à produire, c'est de la calorie facile. Ils peuvent en mettre partout, quoi. C'est intéressant parce que tu as dit que donc, le pratiquant de muscu là, qui mange son riz, son brocoli et sa poitrine de poulet, il va transformer le riz en cholestérol en réalité et donc en acide gras. Et tu vois, je disais plutôt que les acides gras saturés ont souvent été diabolisés comme responsables de la teneur en cholestérol et des maladies cardiovasculaires, alors qu'il y a quand même beaucoup d'études récentes, beaucoup plus récentes, qui ont justement essayé de corriger certains facteurs confondants de biais d'utilisateurs en bonne santé, etc., qui sont largement revenus sur ces croyances et qui montrent que le taux de cholestérol est beaucoup plus influencé par les céréales raffinées, par les sucres raffinés, les glucides en réalité. Je devrais pas faire ce raccourci aussi direct, mais que par la consommation de viande rouge ou d'acides gras saturés, quoi. Mais tu vois, le taux de cholestérol, c'est un peu comme la glycémie avant. On voit quelque chose qui monte dans le sang, ça peut indiquer qu'il y a un problème derrière, et on veut accuser ce qui a augmenté d'être la cause du problème. Or, tout le sujet du cholestérol, il est beaucoup plus complexe que ça, à savoir que le cholestérol, c'est une molécule qui a de nombreuses fonctions dans l'organisme. Elle a des fonctions immunitaires, notamment, on n'en parle quasiment pas. Elle a des fonctions de réparation, etc. Donc forcément, tu as des corrélations. C'est-à-dire que chez quelqu'un qui est malade ou qui s'est blessé, ou même chez quelqu'un qui a fait une grosse séance de sport la veille, le taux de cholestérol, il sera plus élevé. Donc tu as comme ça des corrélations entre des états pathologiques et une élévation du cholestérol. Mais ça ne veut pas dire que le cholestérol, c'est la menace. En l'occurrence, on parlait d'endotoxines avant, ces petites toxines produites par les bactéries qui dérèglent tout le système. Un des meilleurs moyens que le corps il a d'éliminer ces endotoxines quand elles sont dans le sang, c'est de les lier avec du cholestérol. Donc si tu as une dysbiose qui produit des endotoxines, qui te fait foirer toute la chaîne métabolique derrière, tu auras plus de cholestérol pour faire face à ça. Donc forcément, ça crée des corrélations des états pathologiques et un niveau élevé. Ça, c'est très peu compris. Et pour moi, on est en train de revenir en arrière là-dessus et c'est très bien, ça va en prendre encore du temps. Et moi, je vois le problème un peu de la même manière avec en fait les glucides, tu vois, ou le glucose. Pour moi, c'est un peu similaire. La problématique, ça ressemble en tout cas beaucoup à ça. Avec Limitless, ma mission est de t'aider à atteindre ton plein potentiel. C'est ce qui me motive à enregistrer ces podcasts depuis plus de 5 ans. Et c'est la raison pour laquelle j'ai créé Féroce. L'alimentation moderne est 4 fois plus pauvre en micronutriments que celle de nos ancêtres. C'est la raison pour laquelle nous sommes massivement carencés en vitamines et minéraux. Pourtant, il suffirait de 7 grammes de foie de bœuf pour couvrir la plupart de nos besoins. Problème, la plupart d'entre nous n'ont pas envie d'en manger. C'est pourquoi j'ai créé le steak Féroce, composé à 80% de viande de bœuf et à 20% d'abats pour une richesse micronutritionnelle hors norme et un goût riche et savoureux. Ouais, comment est-ce que tu fais pour objectiver tout ça parce que tu peux pas calculer ton pourcentage de polyinsaturation de tes membranes cellulaires.
qu'est-ce que tu regardes? Est-ce que tu as des marqueurs sanguins? Là, tu dis qu'en plus, le cholestérol, il n'y a pas vraiment de bonne baseline, que ça dépend du moment où tu le mesures, comme beaucoup de choses d'ailleurs. Par ailleurs, tu parlais de la testostérone tout à l'heure. Je suis sûr que si tu mesures ma testostérone aujourd'hui, elle sera plus basse parce que j'ai fait un gros trail ce week-end que dans 3 semaines, tu vois. Bien sûr. Donc, et d'ailleurs, qu'est-ce qu'un niveau optimal? Je pense que ça varie aussi selon les individus. Tu vois, par exemple, je sais pas, on peut voir par exemple sur les hormones thyroïdiennes, l'hormone T3, enfin la T3 qui est un peu la chaudière du corps. Et bien, potentiellement, il y a des gens qui vont avoir des niveaux un peu plus bas que ce qu'on considère comme la baseline optimale, et pour autant vont avoir aucun trouble fonctionnel, qui vont avoir facile à se réchauffer, etc. Et donc, est-ce que peut-être qu'ils fonctionnent très bien comme ça, tu vois? Donc, il y a aussi cette notion de qu'est-ce que la cible, comment on la définit. D'ailleurs, c'est pareil sur tu vois, on parlait plutôt des macronutriments. Qu'est-ce que c'est manger trop de protéines? On ne sait même pas quelle est la quantité de protéines vraiment idéale pour un être humain. Même sur les micronutriments, on parlait du magnésium, etc. On sait à partir de quel niveau on peut considérer qu'on peut objectiver une carence, parce qu'il y a des troubles fonctionnels de santé, etc. Mais on ne sait pas quel est le niveau optimal pour la pleine santé et la longévité. Donc il y a encore beaucoup de zones d'ombre par rapport à ça. Donc comment est-ce que tu objectives le fait que ça aille pas bien? Ça commence déjà par l'expérimentation. Et pour vraiment expérimenter, il faut aussi se libérer de certains dogmes qu'on a, hein. L'être humain, il se met facilement des idées dans la tête. Et ensuite, on a des biais de perception par rapport à ça. Donc moi, ce que j'invite les gens à faire, c'est vraiment à tester différentes méthodes. Parce qu'en nutrition particulièrement, on entend tout et son contraire, et les gens sont vite perdus. Et à la fin, l'expérimentation individuelle, elle est très importante, parce que on a beau faire des règles absolues, hein, on sait par exemple qu'en général, les produits céréaliers type blé, on va dire que c'est moins bien. Pourtant, moi, j'ai travaillé avec des gens chez qui c'était la meilleure source de glucides possible. Du moment où c'était du pain au levain, donc fermenté, c'était la seule source de glucides qui était bien tolérée sur leur système, pour différentes raisons. Ça ne veut pas dire que c'est à vie, mais dans un contexte précis, ça peut être le cas. Donc il faut tester. On dit le riz blanc, c'est le meilleur, en général, le moins toxique, etc. J'ai des exemples, et moi, j'en fais partie. Le riz blanc, ça ne marche pas. Probablement à cause de la teneur en certains métaux, comme l'arsenic ou des choses comme ça. Mais moi, si je mange du riz le soir, ça m'empêche de dormir. C'est un des trucs qui m'empêche de dormir, le riz blanc. Alors que, en général, on va dire que manger du riz le soir, ça aide à dormir. Donc tout ça, il faut le prendre dans un contexte général et individuel. Parce que la physiologie, la biologie, c'est tellement complexe qu'on n'a de loin pas tout compris. On peut taper toutes les théories qu'on veut aujourd'hui, aller regarder des détails de voies métaboliques, etc. Ça peut nous donner des pistes, nous donner une indication, mais à la fin, il faut voir in vivo, chez un individu précis dans son contexte, qu'est-ce que ça donne. Et oui, moi je connais des gens, par exemple du cétocarnivore, ça leur va très bien. En tout cas, mieux que ce qu'ils avaient avant. Est-ce que c'est optimal pour eux? Je ne sais pas. En tous les cas, ils vont bien comme ça. Puis il y a d'autres gens, ça va pas, tu vois, ça dépend tout de quel contexte tu viens. Est-ce que c'est mieux que ce que tu faisais avant? Est-ce que c'est adapté à ta situation, à ton contexte? Donc objectiver, c'est très difficile, mais dans tous les cas, typiquement sur des analyses cholestérol ou ce genre de choses, la première chose à faire quand il y a une valeur qui est au chou-fleur, c'est déjà de refaire une analyse dans un autre contexte. C'est-à-dire que, parce que les médecins, la plupart du temps, ils vont jamais vous demander est-ce que vous avez fait une grosse séance de sport hier soir? Est-ce que vous avez un petit rhume aujourd'hui? Enfin, oui, quand tu es chez le médecin, oui, mais quand tu vas faire ton analyse, on va pas te demander est-ce que vous aviez eu un petit rhume, est-ce qu'il y a une petite infection passagère, est-ce que vous êtes ballonné, est-ce que vous avez fait une grosse séance de fitness hier où vous êtes déchiré la quasi-totalité des muscles du corps. Tout ça, ça peut impacter fortement votre taux de cholestérol. Il peut monter de plusieurs dizaines de pourcents le lendemain matin. Donc la première chose à faire sur un résultat comme ça, c'est de se dire, OK, la prochaine fois que je fais une analyse, la veille en tout cas, piano, je fais tranquille. Maintenant, il faut savoir qu'on peut très facilement faire évoluer un taux de cholestérol sur quelques jours en changeant la diète. Sur une semaine, si tu mets beaucoup de glucides à quelqu'un, son taux de cholestérol, il descend. C'est certain. Ça marche très bien. Il y a des mecs qui l'ont démontré dans la communauté cétocarnivore aux États-Unis, quelqu'un qui est un scientifique qui l'a fait. Alors, c'est à l'échelle individuelle, évidemment, c'est pas une étude sur beaucoup de gens, mais qui a pu montrer qu'il pouvait faire varier son taux de cholestérol du simple au double en quelques jours, simplement en mangeant, il mangeait des Cheerios ou un truc dégueulasse en plus, industriel, mais qui amène beaucoup de sucre. Donc du coup, ton corps, il utilise le sucre comme carburant, il a beaucoup moins besoin de transporteurs de gras, donc le cholestérol descend, et voilà. Donc qu'est-ce que ça représente vraiment, une analyse comme ça, sortie de son contexte? C'est un message qui est important à comprendre pour les gens, parce que souvent, tu vois des gens qui ont été mis parfois sous médicaments à ce niveau-là, sur une analyse.
Alors, c'est pas la norme, et heureusement que tous les médecins font pas ça, hein, de loin pas, mais j'ai causé avec des gens qui ont été mis sous statine pour une analyse de cholestérol à un moment donné. Ça me paraît quand même délicat de faire ça avec les gens. Je suis d'accord avec toi sur cette notion d'individualiser, d'expérimenter pour trouver ce qui te convient, parce qu'en réalité, d'ailleurs, tu vois, même dans une logique paléo, entre guillemets, il n'y a pas un régime paléo. On mangeait, les Inuits mangeaient très différemment, a priori, des Français, des Africains, etc., selon leur contexte, et puis même au sein même de la France, en fonction de s'ils habitaient au bord de la mer, plutôt dans les terres, et puis même de la période de l'année, tu vois, il y avait des aires qui étaient avec climatiques qui étaient peut-être plus chaudes, plus froides. Enfin, bref, il y a plein de facteurs. En fait, on est très très bon pour l'adaptation, et donc je pense qu'il y a eu des milliers, des milliards de diètes différentes. Donc je te rejoins pas mal là-dessus. Après, c'est quand même pas facile parce que tu dis, par exemple, moi je me suis aperçu que le riz blanc ça m'allait pas, et puis il y en a pour qui le blé c'est le seul truc qui va bien. Comment est-ce que tu objectives le fait que ça aille bien ou que ça aille pas bien? Là, tu as réussi à corréler le fait que le riz t'empêchait de dormir. Mais attends, t'imagines le nombre de facteurs confondants. Ça peut être aussi lié à ce que tu as fait pendant la journée, au fait que tu aies fait du sport ou pas, à ce que tu sois un peu plus stressé, à d'autres aliments que tu as mangé avec ton riz. Donc avant de pouvoir dire, je dis pas que tu as tort, hein, mais avant de réussir à identifier le fait que le riz t'aille pas, il te faut peut-être 2 ans d'expérimentation juste pour avoir une certitude sur un seul aliment. Et si tu dois faire ça sur toute la diversité alimentaire que tu as dans ta journée, c'est un travail de dingue. Ouais, non, clairement. Et là, moi, en l'occurrence, ça m'aidait dans ce contexte-là d'avoir une diète qui était assez peu diversifiée à ce moment-là. C'est-à-dire que j'avais une diète animal-based, donc très, très carnée, avec quelques fruits. Et là, tout d'un coup, tu te dis, tiens, je vais essayer de tester ça, ou je suis invité chez quelqu'un et on a mangé du riz. Ça va pas. Ok, c'est une fois. Mais tu te le notes à quelque part, soit dans ta tête, en l'occurrence, moi, c'était dans ma tête. Mais quand je travaille avec des gens qui ont des problèmes un peu chroniques récurrents sur lesquels on n'arrive pas à trouver une cause précise, je leur conseille de tenir un petit journal, en fait, qu'on peut passer en revue ensemble. C'est-à-dire ça n'a pas besoin d'être compliqué. On marque simplement le type d'aliment qu'on a mangé, pas besoin des quantités, les symptômes qu'on vit et éventuellement les trucs spéciaux dans la journée, s'il y a eu du stress, si on a fait du sport, si on a un peu tout ce qui sort un petit peu de l'ordinaire. Et ça peut permettre, dans des situations où on a de la peine à trouver des causes comme ça, gentiment de croiser un petit peu. Puis une fois qu'on a une hypothèse solide, on la teste. C'est-à-dire que si on estime que le riz ne te convient pas, tu arrêtes de manger du riz pendant 10 jours, tu observes. Et puis ensuite, tu remets du riz pendant 3 ou 4 jours, puis tu observes. S'il n'y a aucune différence, c'est que ton hypothèse, probablement qu'elle ne tenait pas la route. Ou peut-être qu'il y avait un autre aliment qui remplace le riz, mais qui fait la même chose. Donc c'est pas évident, en effet. C'est pas évident. Maintenant, il y a quand même, je dirais, des règles de base sur lesquelles quasi tout le monde s'entend en termes de nutrition. C'est-à-dire que si déjà tu enlèves de ta diète les aliments ultra transformés, industriels, qui contiennent en général des huiles de graines, mais pas que. Il faut savoir qu'il y a des centaines d'additifs alimentaires qui sont utilisés. Certains, tu n'as même pas besoin de les mettre sur les listes d'ingrédients. Hein, tu as ces additifs qui sont utilisés plutôt pour la production. Ils laissent des traces dans l'aliment. On a peu de recul là-dessus. Souvent, il y a des autorisations de mise sur le marché qui sont faites sur la base simplement d'une petite étude qui a été faite par le producteur lui-même sur cet additif. Et c'est encore plus le cas aux États-Unis où ils sont encore plus libéral. C'est-à-dire qu'eux, ils ont des milliers et des milliers d'additifs dont certains sont interdits chez nous. Donc si déjà tu vas sur des aliments qui sont relativement bruts, non transformés, ou avec une transformation qui est faible, comme je sais pas, du beurre par exemple, c'est un aliment transformé fondamentalement, ou même un pain au levain que tu fais à la maison, c'est du peu transformé, c'est-à-dire que si tu as acheté une farine chez un producteur local qui fait ça sur un moulin à strier à l'ancienne et que tu as utilisé un levain fait maison, tu sais ce qu'il y a là-dedans. Et quand tu bases déjà ta diète là-dessus, tu as fait, à mon sens, au moins 60 à 80% du chemin pour la plupart des gens, mais ce n'est pas forcément suffisant pour tout le monde. C'est-à-dire que quand il y a des carences profondes, quand il y a des intolérances très spécifiques à certaines toxines, ça peut être des toxines naturelles de certains végétaux, il y a des gens qui y sont très sensibles, que ce soit pour des raisons génétiques ou pour des raisons de carence, justement. C'est-à-dire que si tu n'as pas assez de molybdène, par exemple, tu as une mauvaise sulfation, et du coup, tu vas mal tolérer certains amines et puis certaines molécules que tu trouves dans certains aliments. Mais pour arriver jusqu'à ces conclusions, c'est pas évident, évidemment. Et très souvent, tu ne trouves pas la cause immédiate en une consultation avec quelqu'un. Alors, après, il y a les diètes d'élimination qui sont utilisées pour ça. C'est-à-dire que quelqu'un vient, il a plein de problèmes, c'est la cata, il faut faire vite. Tu dis, OK, bon,
La diète d'élimination ultime, c'est quoi? C'est la Lion Diet où tu n'as que de la viande rouge et du sel. La plupart des gens, ils ont quand même pas envie de faire ça, mais tu as des gens qui sont prêts à essayer ça pendant quelques jours, quelques semaines. Tu regardes si ça va mieux, puis après, tu peux réintroduire des aliments, les uns après les autres, et puis là, tu vois à quoi tu réagis. Mais c'est pas forcément irrémédiable, là aussi, parce que ça va dépendre de l'état actuel de ton système digestif, typiquement. C'est-à-dire que si tu as un intestin imperméable ou si tu as un mucus intestinal qui est beaucoup trop faible, ou que tu as une dysbiose, qu'elle soit fongique ou bactérienne, ou que tu as des parasites, typiquement, il y a des choses que tu vas pas tolérer, mais que dans une année, tu toléreras si on a fait le travail. Donc après, il y a des symptômes à observer. L'aspect parasitaire, il est intéressant. Déjà, juste d'observer, est-ce que la pleine lune, elle a un effet sur toi ou pas, par exemple. Ça peut être un premier indicateur. Ça ne veut pas dire absolument que tu as un problème parasitaire, mais ça peut l'indiquer. Puis après, tu peux te dire, OK, je vois qu'il y a une récurrence au niveau de la pleine lune. J'ai des troubles, cauchemars, insomnie, démangeaisons ou troubles digestifs, diarrhée ou ce genre de choses. OK, on peut suspecter un problème parasitaire. C'est pas sûr. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on cherche par des analyses qui coûtent cher? Dans les selles, on trouve pas tout non plus. Ou est-ce qu'on se dit, on fait comme nos ancêtres qui se déparasitaient de manière régulière et on cible sur une ou deux pleines lunes un déparasitage? Et on regarde si ça va mieux après. Il y a différents chemins. Je dis pas qu'il y en a un qui est juste ou faux. Ça dépend des budgets des gens. Il y a des gens qui ont un gros budget à disposition. Ils peuvent se permettre de faire des analyses hyper approfondies qui sont pas remboursées par les caisses. Mais ça, c'est pas la réalité de beaucoup de gens, en fait. Ça coûte vite très cher quand tu vas aller sur des marqueurs santé spécifiques. Tu parlais de la thyroïde. Qu'est-ce qui est remboursé? C'est la TSH. Est-ce que la TSH, elle est suffisante pour diagnostiquer une hypo ou une hyperthyroïdie? Pas du tout. Pas du tout. Si tu n'as pas fait la T3 libre, la T4 libre et la T3 reverse, et peut-être même la TRH, pour voir s'il y a une suppression plus haut dans la chaîne, pour moi, tu n'as pas, de loin pas, fait tout le tour. Puis après, tu as la sensibilité au niveau des tissus, etc. Ouais, c'est hyper intéressant. Et c'est en même temps ce qui fonde l'expertise et le travail de gens comme toi qui accompagnent justement les gens dans cette exploration et qui leur donnent des idées et une objectivation extérieure de par toute ton expérience. Tu cites la diète carnivore comme diète de réinitialisation, on va dire, sur laquelle se baser lorsque rien ne va, avant de petit à petit essayer de chercher justement les aliments qu'on tolère ou qu'on tolère pas. Alors qu'il y a une espèce de dogme qui dit que si on a des flatulences odorantes, etc., c'est parce qu'on mange trop de protéines. Et donc, potentiellement, ça promeut un déséquilibre et une flore de putréfaction intestinale. Est-ce que ces deux éléments n'ont pas tendance à se contredire? D'un côté, dire que la dysbiose, elle est due à cet excès de protéines. Et de l'autre côté, alors qu'on a une dysbiose, pour repartir sur une base saine, entre guillemets, et puis petit à petit réadapter sa diète, partir d'une diète carnivore. Il y a clairement des contradictions. Hein. Dans le monde de la nutrition, il y a des avis qui sont radicalement différents, ça c'est clair. Maintenant, on parlait d'expérimentation. Faites l'essai pendant quelques jours de manger que de la viande. En général, au niveau digestif, chez ceux qui ont justement des ballonnements, des flatulences, etc., ça va beaucoup mieux. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est la meilleure solution à long terme pour un système digestif. C'est pas ça que je veux dire. C'est que s'il y a une dysbiose qui se nourrit, par exemple, de fibres ou de glucides, s'il y a des bactéries ou des champignons pathogènes, etc., qui ont fait leur lit et qui se nourrissent des fibres que tu manges, en arrêtant de les nourrir, ça ira beaucoup mieux. Est-ce que c'est la solution long terme parfaite? Pas forcément. Maintenant, il faut savoir que même dans la viande, il y a des fibres. Il y a les glycanes, etc. Donc quand on dit si on mange que de la viande, on n'a pas de fibres, c'est pas vrai. Il y a quand même des fibres dans les tissus animaux. Alors évidemment, il y en a peu dans un filet, mais il y en a peut-être un peu plus dans des tissus un peu plus cartilagineux, collagéneux, etc. Mais pour moi, la diète carnivore, c'est une diète dite d'élimination. J'entends quand plus rien ne va et que tu veux vite obtenir une amélioration sur ces symptômes ou découvrir quels aliments posent problème temporairement, c'est une étape qui peut être intéressante. Par contre, je vais rarement aussi loin. C'est-à-dire qu'en général, et c'est aussi pour des raisons de... Parce que les gens, ça les embête un peu de manger que de la viande. La plupart des gens, il y en a, ça leur va très bien. Ils sont open. Il y en a beaucoup, ils aimeraient quand même garder un peu de diversité. Donc, tu n'es pas obligé d'aller aussi loin pour mettre en place une diète d'élimination temporaire. Et pour moi, ce n'est pas une fin en soi. C'est ça qui est important de comprendre. Parce que souvent, on vit dans un monde où, quand les gens ils entendent que quelque chose est utile dans un contexte, ça devient une fin en soi, puis il faut faire plus que ça. Et pour moi, ce type de diète, cette diète d'élimination, ça a une utilité parce que ça réduit la demande énergétique sur le système, ça réduit l'irritation, ça réduit différentes problématiques temporairement, même que ce n'est pas forcément parfait. Et ça permet comme ça de
de laisser le corps souffler un peu et de rebâtir. Certains vont utiliser le jeûne dans la même optique. Le problème, c'est que le jeûne, ok, tu coupes tout, ça va mieux. Si tu avais une dysbiose, elle se calme parce qu'il n'y a plus rien à manger pour les bactéries, donc tu as moins d'endotoxines, etc. Tu te sens mieux. Le problème, c'est que si tu recommences à manger exactement comme avant, quand tu reprends, les bactéries sont toujours là, parce qu'en général, elles sont assez résistantes, elles ont fait des biofilms. Si c'est des champignons, ils peuvent résister assez longtemps. Ils vont résister plus longtemps que toi, en général. Donc, quand tu recommences à manger, si tu manges la même chose, ça repart, en fait. Ouais. Et donc, que ce soit l'approche du jeûne ou l'approche carnivore, après, tu réintroduis un par un chaque type d'aliment. Donc, par exemple, un jour, je mets un légume, un jour, je mets un morceau de fromage, un jour, je mets machin. Pas chaque jour, et de nouveau, il faut vraiment individualiser. Il faut Très long, regarder quoi. le contexte. Tu as des indices aussi sur qu'est-ce qui pouvait potentiellement poser problème. Mais non, je le fais pas un aliment par jour comme ça. En général, il faut laisser plus de temps parce que ce que tu as mangé la veille, sur un système qui est lent au niveau digestif, typiquement, ça peut te poser des problèmes le lendemain. Donc, tu peux vite fausser le système. Tu vois, quelqu'un qui pense avoir des problèmes, admettons, avec les pommes de terre, tu peux pas simplement les enlever qu'un jour. Il faut quand même les enlever plus longtemps. Puis quand tu les remets, il faut les remettre aussi un peu plus longtemps. Donc ça, c'est des options. Maintenant, on n'est pas toujours obligé dans tous les contextes de passer par ces éliminations aussi strictes. Par contre, des fois, de nettoyer un peu la diète pendant un certain temps, ça laisse à ton système plus d'énergie pour se régénérer. Et une fois que l'intestin il est de nouveau en bon état, bien régénéré, tu vas tolérer de temps en temps un excès ou même un aliment industriel sans que ça te... Pour moi, c'est un signe. À quelqu'un qui ne tolère pas une pizza de restaurant et qui tout de suite, c'est la cata, diarrhée, catastrophe, insomnie, foutu, etc., c'est probablement qu'il y a un problème encore dans le système qui doit être résolu. Ça indique une grosse fragilité. Et c'est à mon sens le risque aussi avec les diètes d'élimination pendant trop longtemps. Et tu le vois avec la diète carnivore chez certaines personnes, pas chez tous, mais où tu as des gens qui ensuite sont beaucoup plus fragiles qu'avant. C'est-à-dire que le moindre aliment qu'ils vont essayer de remettre, il va poser problème. Et c'est dû à plusieurs choses. Ça peut être dû justement au fait que le mucus intestinal il devient de plus en plus réduit, au point où tu n'en as quasiment plus. Et du coup, tout ce qui a un petit potentiel d'irritation ou d'inflammation ou de toxicité, comme tu n'as plus aucune barrière, bah, tu ne le tolères plus. Et ça, c'est problématique à mon sens. Quand tu en arrives là, c'est difficile de remonter la pente. Et il faut penser que le mucus intestinal, il est produit en partie structurellement avec des glucides. Ouais, je suis d'accord avec toi. J'ai expérimenté ça aussi où pendant, tu vois, un temps, si je mangeais n'importe quelle merde, tout de suite, je me sentais pas très bien. Et puis maintenant, si au restaurant, je mange un dessert, par exemple, ça va passer sans problème, tu vois. C'est intéressant. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, voilà. Donc, indépendamment de pathologies, de problèmes digestifs spécifiques, etc. Toi, tu défends, entre guillemets, un petit peu cette notion d'alimentation ancestrale. Ça veut dire quoi, alimentation ancestrale? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Quels sont les aliments qui en forment la base? Et quels sont ceux, à l'inverse, qui en sont exclus, outre les produits ultra transformés qu'on a déjà cités et les huiles de graisse, on sans doute. De graines, pardon. Alors moi, je base mes conseils sur les principes ancestraux, comme tu viens de dire, et sur les principes prométaboliques, qui se complètent assez bien. En fait, pour moi, les principes ancestraux, c'est comme un phare dans le brouillard, j'ai envie de dire. C'est une grosse base de connaissances, de savoir empirique qu'on a à disposition si on étudie les diètes des différents peuples à travers le monde. Mais c'est pas une fin en soi, la diète ancestrale. C'est des super outils. Pour moi, la fin en soi, c'est d'avoir un bon métabolisme, une bonne production énergétique, parce que pour moi, c'est ce qui soutient la structure et le vivant. Donc, l'ancestral pour soutenir le prométabolique dans ma pratique. Mais qu'est-ce qu'une alimentation ancestrale? De nouveau, on va pas tous être d'accord là-dessus. Ça, c'est important de le comprendre. J'essaye vraiment de prendre du recul parce qu'il n'y a pas une alimentation ancestrale. Comme tu l'as évoqué plusieurs fois, les êtres humains, ils ont été répartis sur Terre sous plusieurs types de climats, dans plusieurs conditions. Ils ont eu différentes cultures aussi, différentes traditions culinaires. Par contre, tu te rends compte qu'il y a des points communs. Et l'un des points communs, c'est déjà que les aliments ultra transformés, ces additifs alimentaires, etc., ça n'existait pas. Donc déjà, si tu enlèves ça, tu as déjà fait, je dirais, une grosse partie du chemin au niveau de l'alimentation ancestrale. Ensuite, ce qu'on voit aussi, c'est que nos ancêtres de tout type, ils essayaient, dans leur environnement, de trouver les sources de nourriture
les plus riches en nutriments et en énergie, en carburant, les plus faciles à digérer, les moins toxiques, de manière générale. Évidemment, ils avaient toujours des aliments, entre guillemets, de secours sur lesquels ils pouvaient se rabattre dans certains contextes. Il y avait aussi une utilisation quasi systématique, même chez les Inuits, en fait, à des moments précis, de toxines naturelles issues des végétaux, en petite quantité, pour faire face à des bactéries, des parasites ou des choses comme ça. Le déparasitage, c'est vraiment quelque chose de commun dans les différentes populations, avec des plantes locales. Si tu prends par exemple au Japon, ils mangent du poisson cru, qui est très fortement ou très souvent parasité, même quand il est de bonne qualité, mais il y a toujours avec des antiparasitaires. Tu as du wasabi, des choses comme ça. En général, quand tu avais une consommation de produits crus comme ça, il y avait toujours en épices, et c'était l'intérêt des épices ou des herbes aromatiques qui sont toxiques, légèrement, à petite dose, enfin à haute dose pour nous, elle le serait. Hein, si tu essaies de manger maintenant 1 kilo de romarin, ça va pas bien se passer. Mais à petite dose, ça nous impacte très peu, parce que ça reste dans le système digestif. On a une résilience d'organismes multicellulaires qui a cette capacité, là où des bactéries, des champignons ou certains parasites vont être beaucoup plus vulnérables. Et du coup, on peut utiliser cette toxicité relative, je dirais, bénéfiquement pour nous, parce que la balance devient positive. C'est pire d'avoir une infection parasitaire qui est totalement hors de contrôle que d'avoir de temps en temps des antiparasitaires dans sa diète pour la contrôler. Je sais pas si ça fait du sens. Mais et donc ça, par exemple, les herbes de Provence, ça peut être un antiparasitaire? Ah, bien sûr. Ouais. La plupart en fait, des herbes et des épices traditionnelles ou traditionnellement utilisées, elles ont comme point commun d'être antiparasitaires, antifongiques, antibactériennes. Et en particulier antibactériennes quand des bactéries pathogènes, c'est ça qui est intéressant. Tu as dans les agrumes aussi, dans l'écorce d'orange, ou même dans la pulpe des agrumes, tu as des antibactériens qui sont assez puissants. Dans le pamplemousse, tu as ça dans la cannelle, tu as ça dans beaucoup d'épices. Maintenant, typiquement la cannelle ou même le curcuma, si tu l'utilises en épices en petite quantité dans tes repas de tous les jours, tu as le bénéfice de cet effet-là. Si maintenant, vu que ça c'est bénéfique, tu passes dans l'autre extrême, comme on a tendance à faire à l'heure actuelle, et que tu te dis, je vais me faire des jus de racines de curcuma, ou je vais mettre du curcuma en gélule avec de la pipérine pour m'assurer qu'il ne soit pas détoxifié par le foie, et avec des formes liposomales pour être sûr qu'il passe dans le sang, là, tu n'as plus du tout cet impact-là. En fait, tu as fait fois 1000 ou fois 10 000 sur l'impact. L'impact, il n'est pas ciblé sur la sphère intestinale. L'impact, il arrive au niveau systémique. Et là, tu as des toxines puissantes qui commencent à entrer au niveau cellulaire parce que tu as pris des formes liposomales. Et tu te rends compte que, quand tu regardes un peu la littérature scientifique là-dessus, c'est inquiétant ce qui peut arriver à long terme avec ce genre de choses. Tu as des problèmes hépatiques, tu as des mutations génétiques qui font le lit de cancer, etc., avec l'utilisation de curcumine à haute dose trop fréquemment. Alors que la curcumine, dans la sphère intestinale, à petite dose, comme épice, elle est intéressante parce qu'elle déglingue les parasites ou les bactéries pathogènes. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de nuances à avoir. Et on a tendance à basculer d'un extrême à l'autre, c'est-à-dire à être soit totalement angélique envers ces toxines végétales et à se dire c'est génial, il faut en manger beaucoup parce que ça nous protège, alors que ça nous fait du mal aussi si elles sont en trop grande quantité, ou ça surcharge notre appareil de détox. Mais on peut passer dans ce qui s'appelle l'orthorexie, c'est-à-dire on veut absolument la perfection, le zéro toxine absolu, où on se dit il n'y a plus aucun bout de plante qui va toucher mon organisme. Et là, on n'a plus les bénéfices potentiels, antibactériens, antiparasitaires, etc., qui sont importants et que même des animaux sauvages carnivores utilisent. Si tu vas avoir des études sur les animaux sauvages, en zoologie, etc., ils s'auto-supplémentent en ce type de... Ils vont aller ronger certaines herbes, certains trucs à des moments donnés pour se déparasiter. Et c'est hyper intéressant. En fait, ils ont cet instinct. Et nous, si tu écoutes ton instinct, si tu mets un peu d'herbe de Provence dans une sauce, c'est bon. T'en as mis un petit peu, c'est bon. Ton cerveau te dit, c'est cool ce que t'as fait. Si maintenant tu essayes d'ouvrir la boîte d'herbe de Provence et puis de la manger comme ça, ton cerveau, il va te dire, là, tu fais une connerie. Pour parler franchement. Et je trouve qu'aujourd'hui, on est très peu connecté avec cet instinct. Et c'est hyper difficile pour Homo sapiens d'être connecté avec son instinct, parce qu'on a cet aspect cognitif, cortex préfrontal super développé, on a nos idées, on a nos biais, on a ce qu'on a entendu. C'est quasi impossible d'être 100% connecté à son instinct.
Mais en fait, l'instinct, il n'est pas trop mal foutu au niveau alimentaire. Quand tu as enlevé tout ce qui est ultra transformé, qui a été étudié pour, je dirais, tromper ton instinct, ça, si tu le mets de côté, sur des aliments bruts non transformés, l'instinct, il est bon. Tu vois, manger des tonnes de salade sans sauce, il y en a très peu qui aiment ça. L'amertume, ces goûts-là, ça nous indique une certaine toxicité dans les aliments. Par contre, quand tu mets un petit peu d'herbe sur ta viande dans ta sauce, là, c'est bon. Tu vois, c'est des choses qui sont complètement différentes. C'est amusant, petite anecdote, là tu parlais des animaux qui ont cet instinct et donc récemment je visitais un élevage, tu sais que j'ai une marque qui s'appelle Féroce et je commercialise notamment un haché composé de viande de bœuf et d'abat avec du foie de bœuf notamment et c'est du bœuf 100% nourri à l'herbe, donc ils vivent dans des grands pâturages avec des haies sauvages qui bordent, etc. Et donc l'éleveur m'a raconté que les vaches, justement, elles allaient manger du saule, notamment lorsqu'elles avaient des douleurs, etc., parce que c'est un antidouleur naturel. Enfin, elles ont développé comme ça une sorte de pharmacopée avec leur environnement naturel. Et en fonction des problèmes digestifs qu'elles peuvent avoir, etc., elles s'automédiquent. Ouais. Et je me dis, c'est fou quand même. Enfin, tu vois, on a toujours tendance, par anthropocentrisme, à se croire tout au-dessus et puis penser que tous les autres animaux sont des idiots. Et en fait, justement, par cet instinct, etc., ils ont réussi à comprendre comment utiliser leur environnement pour leur santé, leur longévité. Puis je ne sais pas très bien comment ça se transmet, mais il y a une forme de transmission, puisque de génération en génération, ils continuent à avoir ces comportements. Je trouvais que c'était intéressant de le souligner. Et donc, dans cette assiette ancestrale, donc, tu nous as dit qu'il n'y avait pas de produits ultra transformés, qu'il y avait des herbes, mais à dosage homéopathique, on va dire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Parce que pour l'instant, elle est un peu vide quand même, notre assiette. Hein. C'est vrai. Ouais, j'ai tendance à me perdre, c'est bien de me recentrer. Il y a une grosse base de produits animaux. À mon sens, Homo sapiens est une espèce qui bénéficie d'une consommation de produits animaux. Et c'est même ça, à mon sens, qui nous a clairement différenciés, on va dire, de nos cousins aujourd'hui très éloignés, chimpanzés, etc. Donc une grosse base de produits animaux, de nouveau à ajuster selon des tolérances. Hein. Il y a des gens qui vont être allergiques au blanc d'œuf, par exemple. Il y a des gens qui ne tolèrent pas les produits laitiers, d'autres qui les tolèrent parfaitement. Donc là, il y a toute une individualisation à faire. Donc une bonne base de produits animaux et pour moi des végétaux à faible toxicité, comme je les appelle. Donc les végétaux les plus adaptés à l'être humain, qui sont en général les fruits, les légumes fruits et certaines racines. À savoir que dans le règne végétal, la défense, elle se fait via des molécules chimiques en général. Alors, il y a l'écorce, les épines, etc. Mais le gros de la défense contre la prédation, parce que ce qui caractérise une plante, c'est l'immobilité, elles sont enracinées, elles ne peuvent pas partir. Un animal, il fuit, il combat, il va se cacher. Une plante, elle se défend avec des molécules chimiques. Et par contre, elle a besoin de disperseurs naturels, notamment de primates ou de mammifères qui viennent manger des fruits et qui dispersent les graines plus loin dans l'environnement. Au point que tu avais cité la vidéo que j'avais faite sur les glucides, c'est un des points centraux qui explique la disparition progressive des fruits sauvages dans les milieux sauvages forestiers. C'est que la plupart des disperseurs naturels, les gros animaux de grande taille, les grands mammifères, se sont éteints à la fin de la préhistoire et qu'il ne reste plus que l'être humain. Mais l'être humain, lui, disperse les fruits dans des vergers. Il fait ça de manière contrôlée. Il y a les vergers, on fait pousser des fruits. Il y a les forêts où je fais pousser du bois pour faire de la charpente, des navires, etc. Et d'ailleurs, j'ai appris dans cette vidéo-là aussi que les forêts, en réalité, n'étaient pas naturelles du tout. On a l'impression que c'est des forêts sauvages, alors qu'en réalité, elles ont été plantées. Bon, bref, c'est juste une parenthèse. Ouais. Je mettrai le lien de la vidéo. Franchement, cette vidéo, elle est hyper intéressante. Et notamment avec cette place des fruits, etc., qui était beaucoup plus abondant que ce qu'on pourrait le croire par le passé. Bref, parenthèse finale. Bref, ouais, donc mais c'est super sympa de ta part de parler de cette vidéo. Et ça m'a tenu à cœur de faire ce sujet. Et donc, des végétaux à faible toxicité, les fruits. Pourquoi, tu peux les lister ? Les fruits, les légumes fruits type cucurbitacées, courgettes, courges, pâtissons, etc. Pourquoi ? Parce que du coup, tu es utilisé par la plante comme un disperseur de ses graines. Donc, elle te fait cadeau de la pulpe du fruit pour que tu disperses les graines. Donc, les graines sont censées soit passer intact le tube digestif, soit tu prends le fruit. Dans le cadre des primates, souvent, ils prennent le fruit, ils le mangent. Les graines, ils les recrachent plus loin et la plante peut se disséminer comme ça. Il y a différentes stratégies de dissémination, elles ne sont pas toutes exactement comme ça. Mais du coup, la pulpe des fruits contient très peu de toxines, voire quasi aucune, sauf certains, on va dire, antiparasitaires ou certains, des choses contre les insectes, certains insecticides, surtout dans la peau, pour éviter que le fruit soit abîmé avant qu'un mammifère vienne le consommer et le disperser. Donc, c'est un cadeau de la plante. La graine, par contre, de la mixer ou de la mâcher ou d'en faire des huiles,
c'est pas une bonne idée. C'est pas du tout l'idée que la plante avait. En fait, là, tu rompes le contrat que tu avais avec la plante, et la plante, elle te le fait payer. En fait, elle a défendu la graine avec des toxines défensives, des antinutriments, etc. Et si tu consommes énormément de ce type d'aliments, on a tous une capacité. En fait, il ne faut pas viser le zéro. On a une capacité de se prémunir la conte, de détoxifier, etc. Mais si tu vas sur des trop grosses quantités de ce type de toxines ou d'antinutriments, tu fais dérailler tout le système. Et c'est le risque sur les diètes très végétalisées, c'est qu'au bout d'un moment, si tu veux obtenir toutes tes protéines de matière végétale, tu augmentes principalement des aliments comme les légumineuses ou les céréales, qui sont les parties les plus défendues d'une plante, avec beaucoup de toxines. Une partie des protéines sont des antiprotéases, donc des choses qui t'empêchent de digérer les protéines, qui vont en plus t'empêcher, si tu n'es que végétarien, pas vegan, et que tu as encore des produits laitiers, tu n'arrives plus bien à digérer les protéines du lait, donc elles commencent à être inflammatoires et à te poser problème. Et là, c'est tout le château de cartes qui finit par s'écrouler. Donc on évite tout ce qui est potentiellement légumineuse, céréales, oléagineux, sarrasin, etc. quoi. Pas forcément. C'est-à-dire que l'être humain, il a observé la nature. Il a vu par exemple qu'il y a des animaux qui pouvaient consommer sans trop de problème des graines, comme les poules typiquement ou d'autres oiseaux. Et anatomiquement, ces oiseaux, ils ont quoi comme différence? Ils ont, au bout de l'œsophage, ils ont ce qui s'appelle le gésier, qui est une poche de fermentation. Donc les graines, elles tombent là-dedans, puis elles vont fermenter pendant 10, 15, 20 heures. Et ensuite, elles passent plus loin, elles sont broyées par non, c'est le jabot puis le gésier. Ça tombe dans le jabot, puis ça va ensuite dans le gésier. Je me suis trompé entre les deux. Mais bref, c'est une poche de fermentation. Et l'être humain reproduit ça avec la fermentation comme le levain. Donc quand tu prends du blé et que tu en fais un pain au levain, tu as enlevé une grande partie de la toxicité, tu as amélioré la digestibilité, tu as amélioré la biodisponibilité des nutriments, des vitamines, etc. Est-ce que c'est un aliment parfait? Non. Est-ce que ça peut faire partie d'une diète? Je pense que oui, chez la plupart des gens. Maintenant, on re-rentre sur l'aspect individuel, ton contexte génétique, ton contexte actuel. C'est-à-dire qu'il y a des gens, si le système digestif il est complètement irrité, etc., c'est pas le moment d'aller mettre ce genre d'aliments. Mais du moment où tout est réparé, ils vont très bien le tolérer. Et ça fait partie de nos traditions culinaires. Et quand tu parles d'alimentation, tu dois toujours garder à l'esprit l'aspect social qui joue un rôle sur la santé aussi. C'est-à-dire que de pouvoir partager avec des amis, la famille, ça joue un rôle au niveau de ta santé générale. Si tu es tout le temps en porte-à-faux total avec ton entourage sur le thème de la nourriture, ça génère quand même du stress, des frustrations, etc. Donc, on vit dans le monde qu'on a aujourd'hui et on doit faire avec, j'ai envie de dire. Et la meilleure solution, c'est pas forcément l'orthorexie absolue. C'est où est-ce que tu mets la barrière? C'est un choix personnel. Cette barrière, elle peut être aussi un peu flexible selon les situations. Évidemment, personnellement, des trucs comme McDonald's, c'est pas quelque chose où je vais y aller. J'y suis pas allé depuis des années. Maintenant, si une fois je dois y aller parce que ça m'est arrivé, la dernière fois que ça m'est arrivé, c'est quand je travaillais encore à l'armée. C'était le dernier truc ouvert au milieu de la nuit. Il fallait manger quelque chose, on n'avait plus rien. Et ben voilà, on a été manger ça. Tu prends juste les burgers, la viande, et puis tu essaies de prendre ce qui est le moins pire là-dedans. Mais il ne faut pas se formaliser. Il y a des fois où... Et ce n'est pas une fois qui va faire dérailler tout le système. Parce que si le moindre écart te fait dérailler, c'est que ta base, elle n'est pas solide. Et là, il faut la remettre en question, à mon sens. Donc, si je résume, protéines animales variées de qualité, viande, poisson, œufs, potentiellement des produits laitiers s'ils sont bien digérés, les fruits, le miel, les légumes fruits, donc tout ce qui est cucurbitacées, etc. Tu as parlé des légumes racines, donc j'imagine qu'elles n'ont pas eu besoin de mettre en place des défenses parce qu'elles vivaient sous la terre, donc tout ce qui est carottes, pommes de terre, patates douces, panées, etc., a priori ça pourrait aller. Et par contre, ce qu'on va éviter, après je te laisse me dire ce qu'il faut enlever, betterave d'ailleurs aussi qui est sous la terre, et par contre, tout ce qui va être poireaux, fenouil, choux, etc., salade, tout ça qui n'a pas de graines et qui est en dehors de terre, on a tendance à éviter? C'est plus nuancé que ça, je dirais. Déjà, ce qui est racine, il y a quand même des toxines défensives, mais qui sont plus tournées typiquement contre des champignons, justement, ce qui peut nous être utile. Parce que si on a des infections fongiques, dans les racines, tu trouves des toxines là contre, etc. Donc les racines, elles sont moins défendues contre des grands mammifères comme nous. Et comme c'est des organes de stockage souterrain, tu y trouves des nutriments, etc., etc. Par contre, il y a certaines racines qui peuvent être très toxiques, et il y a certaines racines qui contiennent des quantités importantes d'une toxine comme
comme les oxalates, dans la betterave ou dans les patates, etc. C'est un thème à part entière. Mais je pense que là aussi, c'est des questions de dose. Tu vois, si tu manges tous les jours beaucoup de betteraves, je pense que c'est clairement néfaste, à mon sens. Si tu en as un petit peu de temps en temps comme garniture pour faire joli, il y a des aspects intéressants. Les autres légumes que tu évoques, donc tout ce qui est feuilles, tiges, fleurs, etc., pour moi, on n'est pas dans des aliments. Pour moi, on est dans de la garniture, du condiment ou du médicinal. Donc on est dans quelque chose qui fait joli, qui amène un petit quelque chose de manière intéressante, à petite dose, pourquoi pas. Mais c'est pas pour moi une base alimentaire importante. Par exemple, des échalotes ou des oignons, ou même des poireaux, c'est quelque chose que je peux utiliser en petite quantité, un peu comme une épice pour donner du goût, tu vois, à une sauce ou à quelque chose comme ça. Et je pense que là, dans des petites quantités comme ça, tu bénéficies de certains aspects intéressants, si tu as un système digestif qui est fonctionnel, etc. Mais si tu en fais une grosse base alimentaire, je pense pas que ce soit quelque chose d'utile et d'adapté à l'espèce humaine. L'espèce humaine, elle a eu une réduction de la taille de son côlon. Elle a aussi, c'est toute la théorie des tissus coûteux, etc. C'est un long sujet, mais on a sacrifié certaines fonctionnalités pour acquérir aussi une capacité cérébrale largement accrue. C'est le trade-off hypothesis, tout cet aspect-là est très intéressant. Donc aujourd'hui, si on veut retourner vers une alimentation qui est très fibreuse, qui est basée sur des aliments qui nécessitent énormément d'énergie digestive, d'enzymes, de détoxification, etc., pour en retirer des nutriments qui sont peu actifs, peu biodisponibles, qui doivent eux-mêmes être transformés, ça ne peut pas fonctionner. On n'arrive pas à soutenir comme ça le cerveau qu'on a d'Homo sapiens aujourd'hui. Homo sapiens, c'est aussi une espèce qui a extériorisé une partie de la digestion, qui a extériorisé beaucoup de choses en préparant, en coupant, en enlevant certaines parties. On a utilisé nos mains pour enlever les écorces, pour enlever certaines choses qui étaient moins comestibles. Et de vouloir aujourd'hui retomber comme des australopithèques, en fait, à vouloir aller sur du tout fibreux. Parce que j'en connais, hein, j'ai connu des gens qui voulaient remanger la pomme en entier. Tu vois. Alors, il y en a qui l'appellent, il y en a qui ne l'appellent pas, ça c'est un détail, mais qui mangeaient la queue, les graines et tout avec. Parce que ça, c'est naturel, tu vois. Et là, je trouve qu'on repasse dans des extrêmes où l'être humain, desquels l'être humain était sorti, ce qui lui a donné un tremplin pour allouer de l'énergie au développement de son cerveau. Je sais même pas si c'est naturel. Hein. Si ça se trouve, les sapiens avant, ils mangeaient tout autour de la pomme et puis ils mangeaient pas l'autre oignon. Hein. Bah, c'est ce qu'on voit. Même nos cousins, les grands singes, ils font ça avec beaucoup de fruits. Hein. C'est-à-dire qu'ils vont recracher les graines. Mais donc la majorité de tes calories, si on parle de source énergétique, elle provient des protéines animales et majoritairement des fruits en réalité. Je dirais que oui. Maintenant, il y a la réalité du contexte individuel. J'ai des enfants en bas âge qui vont à l'école, qui partagent des goûters avec les amis, qui sont invités à gauche, à droite, on a une famille, etc. Donc on est dans un environnement où tu peux pas être ultra radical sur ce que tu fais dans tes choix alimentaires. Sinon, c'est très vite invivable. La réalité, c'est que les féculents, le grain, le blé, etc., ça fait partie des traditions culinaires de notre peuple, de nos régions. C'est hyper implanté. Et si tu veux totalement bloquer ça chez tes gamins, ça peut provoquer différents problèmes aussi derrière au niveau intégration sociale. Les gamins, ils vont se poser des questions. Ils ont des gamins de 4 ans autour d'eux à l'école qui mangent ça, qui visiblement sont aussi en bonne santé. C'est compliqué. Donc nous, la solution qu'on a trouvée, c'est d'intégrer en quantité raisonnable ces produits de temps en temps, mais on va les préparer nous, on les intègre, on intègre nos gamins aussi dans la cuisine, c'est-à-dire qu'on va faire avec eux des biscuits au levain, on va faire du pain au levain avec eux, des choses comme ça. Si on fait des lasagnes, on fait des pâtes à lasagne au levain, on met beaucoup de viande hachée, de qualité, des fois on met justement du cœur ou du bœuf dedans, etc. Et du coup, ils ont une autre relation aussi avec l'aliment. Et tu arrives en fait à un résultat qui est intéressant, parce que nos enfants n'aiment pas le pain industriel. Ils voient clairement la différence avec un bon pain au levain. Est-ce que c'est un aliment parfait, comme on disait avant? Non. Mais dans notre société, qu'est-ce qui est le pire? D'avoir de temps en temps un peu de pain comme ça, que tu as fait avec tes enfants, ou de leur interdire complètement ça, mais de toute façon, ils vont être invités à gauche, à droite, ils vont aller chez les amis faire un petit goûter. Dans la cour de récréation, les gamins, ils ont quoi maintenant? C'est des bonbons, des biscuits, des paquets de chips. Donc au début, à tes enfants, le plus souvent possible, tu leur donnes, tu fais du beef jerky maison, tu leur donnes un peu de fromage, tu leur donnes des fruits frais, etc. Puis il y a des fois, ils disent « Ah, mais moi, je veux aussi des biscuits, mes amis, ils ont des biscuits. » Si tu leur donnes pas, ils vont faire quoi? Ils vont aller manger ceux
des voisins, ou le biscuit des amis, qui sont des biscuits souvent industriels, chargés d'huile de graines, etc. Donc tu te dis, qu'est-ce qu'on fait? On empêche ou on permet de manière intelligente. Et là, on fabrique des biscuits avec eux, au levain, avec une farine de qualité, au beurre. Et du coup, ils en sont super contents, c'est eux qui les ont fait. Puis ils ont ça de temps en temps, ils sont moins frustrés. Et je pense que c'est tous des aspects importants qu'on doit prendre en compte de manière générale dans l'alimentation. Parce qu'il y a toujours qu'est-ce qu'on pense être optimal, qui est basé en plus en grande partie sur des théories. On n'en est pas sûr, fondamentalement. Et après, tu as l'aspect pratique. Et pour moi, ça a été difficile à un moment donné de réunir les deux, mais là, je pense qu'on a une base stable que chacun doit adapter à sa situation. Je discutais de ça récemment avec quelqu'un. Lui, il vit tout seul, célibataire, dans son coin. Ok, lui, il peut être ultra radical sur ce qu'il fait et tester de manière ultra radicale des choses. Dès que tu as une famille à gérer, que tu es dans un milieu social, un tissu social, il y a d'autres aspects à prendre en compte. Oui, c'est sûr, parce qu'après, ça peut aussi être un facteur d'isolement. Il faut dire aussi que la nourriture, c'est une nourriture pour ton corps, mais aussi une nourriture sociale. Et d'ailleurs, ça recoupe un petit peu avec la notion de stress dont on parlait plus tôt, parce que outre la qualité de ce que tu manges, il y a ta capacité à l'absorber. Et cette capacité à l'absorber, eh ben, il est aussi lié à l'activation du système parasympathique, à être pleinement dans le moment présent pendant que tu es en train de manger et pas manger distraitement devant ton ordinateur en train de travailler. Et donc, potentiellement, le fait que ça réponde à un moment social de qualité avec, par exemple, tes enfants, etc., ou des amis, ben, ça a une note aussi, ça a une importance dans ta nourriture en tant qu'être humain et de façon collatérale sur ta santé, ton bien-être et ta longévité. Je trouve que c'est hyper intéressant. On a survolé plein de sujets. Tu vois, sur cette alimentation ancestrale, malgré tout, je trouve que ça change un petit peu le paradigme et nos habitudes. Et peut-être que certains de nos auditeurs ne se rendent pas parfaitement compte de ce à quoi ça peut ressembler au quotidien. Ce que je te propose, si tu es d'accord, étant donné que tu parles d'expérimentation, c'est de me partager une sorte de plan alimentaire que je pourrais suivre pendant une semaine. Moi, je ferai une photo de mes plats. Et je partagerai ça dans une newsletter. J'ai une newsletter avec Limitless, donc vous pouvez vous abonner sur Substack. Et comme ça, je mettrai les photos des plats pendant une semaine de ce à quoi ressemble l'alimentation ancestrale telle que tu la proposes. Bien évidemment, sachant qu'elle devrait être adaptée à mon contexte personnel, à mes éventuelles pathologies, etc. Mais ça montre un petit peu ce à quoi ça peut ressembler. Parce que c'est vrai qu'on a l'habitude d'associer plutôt de la viande avec des légumes et du riz, et pas de la viande avec, par exemple, des fruits, etc. Donc, qu'est-ce que ça donne en termes de quantité, de préparation, comment ça ressemble peut-être, tu vois. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Ouais, bien sûr, tout en pensant que c'est qu'une manière de faire l'ancestral. Comme je disais, moi, c'est pas une fin en soi. Il y a un aspect pro-métabolique derrière qui est central pour moi aujourd'hui. Donc, si je prépare quelque chose, il y aura cet aspect aussi. Il y a cette idée pro-métabolique derrière qui puise des idées dans l'ancestral. Trop bien. Je te propose de terminer ce podcast par un petit takeaway. S'il y avait 2-3 key points que nos auditeurs peuvent retenir et appliquer dès demain dans leur quotidien, à part le fait d'éviter les huiles de graines et les aliments ultra transformés, qui est une recommandation générale qu'on pourrait donner à l'issue de tous les podcasts et de tous les épisodes, est-ce qu'il y a des choses spécifiques, même des sujets qu'on n'aurait pas abordés, mais voilà, 1, 2, 3 key points qui peuvent emporter, appliquer dès demain dans leur quotidien? Alors, je dirais déjà de sortir un peu de cette image que toujours faire plus ou toujours plus tirer sur la corde, c'est forcément la bonne solution. D'apprendre à payer sa dette quand on a eu des phases de stress, quand on a eu des phases où on a eu plus d'activités nécessaires, que ce soit sportives, professionnelles, etc. D'apprendre derrière, en fait, à relâcher un peu, à se détendre, à être dans l'instant présent, à laisser le corps se régénérer et à vraiment prendre en compte le fait que l'énergie n'est pas illimitée, que notre corps a besoin de temps pour se régénérer, se reconstruire. Un être humain, il se construit en 15, 20, 25 ans. Donc ça prend du temps quand on a une blessure, quand on a même des blessures qui ne sont pas visibles, qui sont dans nos tissus, parce qu'on a fait un ultra-trail et que notre système digestif il a morflé pendant quelques heures. Derrière, on a besoin de lui laisser du temps, de la régénération. Donc ça, ce serait un élément important. Ça en fait plusieurs en un. Ouais, je te rejoins tout à fait sur la partie ultra trail. Quand j'ai fait mes 255 km en Namibie, globalement ça allait bien, hein, je me sentais bien, etc. Je trouve que j'ai bien récupéré sur tous les plans, mais malgré tout j'ai fait pour le coup un jeûne. C'était la première fois un jeûne mimétique avec Prolon, où tu manges quand même des soupes, etc. Tu vois, donc c'est pas du full jeûne, parce que justement j'étais pas capable. J'avais pas envie de m'arrêter complètement pendant 5 jours. J'ai d'autres priorités. Et si j'ai 5 jours à allouer au fait de rien faire, je préfère le passer avec mes enfants que jeûner. Donc j'avais envie de garder un peu d'énergie.
Mais malgré tout, je trouve que ça a eu une espèce de reset sur mon écosystème intestinal extrêmement appréciable. Donc j'ai trouvé ça assez chouette comme expérience. Bref, c'était juste pour la parenthèse. Où est-ce qu'on te retrouve? Donc tu as ta chaîne YouTube. Je vais partager cette vidéo sur les glucides. Je l'ai déjà partagée d'ailleurs en newsletter, mais je vais la repartager parce que dans les notes de l'épisode, parce qu'elle est vraiment très très intéressante. Comme tout ce que tu fais sur ta chaîne d'ailleurs, il y a aussi une vidéo sur la révolution justement ancestrale et puis qui montre l'évolution de toutes les maladies métaboliques alors même que on a diminué l'alcool, le tabagisme, etc. Et donc la conclusion, c'est un peu dire quel est le seul facteur qui a évolué sur cette même période et qui pourrait expliquer ça. Et tu mettais déjà en exergue l'importance des huiles de graines. Donc une autre vidéo très intéressante, donc je les mettrai en lien dans l'article lié, donc ta chaîne YouTube. Et si on veut bosser avec toi, ça se passe comment? Alors moi j'ai un site internet nutrivore.ch, c'est aussi ce nom-là sur les réseaux sociaux, donc Instagram principalement, et YouTube, mais ça tu vas le partager. Et donc sur mon site internet il y a tout le détail, j'ai différents programmes, notamment un programme pro-métabolique, j'ai aussi un programme de nettoyage on va dire des oxalates, ou plutôt de comment les tenir en respect et nettoyer des dépôts éventuels. J'ai mon agenda en ligne, il y a tout qui est détaillé à cet endroit-là. Donc voilà où on peut me trouver. En tout cas, merci Christian, c'était réellement passionnant. Tu as une expertise certaine et en même temps, tu proposes une... J'aime bien, tu vois, les gens qui sont capables de faire des ponts entre plusieurs choses, qui ne s'arrêtent pas juste à la sphère scientifique et aux études parce qu'on a bien compris qu'elles avaient des limites, qui sont aussi capables d'apporter une forme d'empirisme, d'anthropologie, donc de voir comment est-ce qu'on a évolué, est-ce que ça fait sens dans notre contexte évolutionniste, parce qu'on a tendance à s'observer sur les dernières décennies, alors qu'on est quand même une espèce qui a évolué sur 300 000 ans, et si on prend les premiers humains, 2 millions d'années. Donc c'est quand même important de prendre tout ça en compte, et en même temps de ne pas tomber dans le dogme de voilà, comme on a 2 millions d'années, il faut qu'on revienne à l'âge de pierre. Et je trouve que tu as une bonne capacité justement à mettre tout ça en lien. Tu as apporté pas mal de perspectives nouvelles que j'avais jamais trop entendues sur ce podcast, notamment tout ce questionnement sur les membranes phospholipidiques de nos cellules, cette fuite d'électrons. C'est hyper intéressant. Donc je te remercie vraiment du fond du cœur pour ces partages. Merci beaucoup à toi pour l'opportunité, c'était super sympa de parler avec toi de tout ça, et puis salutations à tes auditeurs. Voilà, et donc je vous donne rendez-vous sur la newsletter, abonnez-vous pour voir une semaine d'alimentation ancestrale appliquée à ma propre vie. Top, salut tout le monde alors, ciao.